Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le Mille, saison 3, épisode 18. Ce soir, j'étais avec Renaud. Il revient des ténèbres. Des ténèbres, c'est ça. Salut J'étais en Renaud. enfer la semaine dernière. Ça Exact. paraît à quel point tu me mets en haute estime. Mais content d'être de retour. Puis écoutez, je pense que c'est pas le premier épisode où ça nous fait ça, mais je pense que c'est la plus grosse quand même, une des plus grosses nouvelles qu'on a eues juste avant un épisode. Vous l'avez vu dans le titre, on va en parler tantôt, mais coudonc, c'est ça. On a été bénis aujourd'hui pour l'épisode. On avait un plan complet sur deuxième centre du Canadien. Peu importe si vous avez vu le live avant, vous avez vu c'était quoi l'ancien titre. On a tout scrappé ça aujourd'hui à 3 heures de l'après-midi pour ben, écoutez, changer de sujet. Vous avez vu le titre Demidov. Fait qu'on va rentrer là-dedans dans pas long. Mais avant ça, comme d'habitude, je voulais quand même remercier nos deux précieux partenaires. Perfoelite.com. Perfoelite.com, c'est quoi? C'est un site en fait qui regroupe plein d'entraîneurs d'expérience. Tout ce qui est entraînement hors glace, sur glace. Donc, ça, on parle de musculation, habitude de vie, d'entraînement sur la glace, comme je dis, fait vraiment de hockey, en équipe, tout seul. Bref, vous voulez vous entraîner, vous êtes coach d'une équipe, vous êtes parent d'un joueur, perfoelite.com, ça va être votre ressource numéro un. Sinon, comme d'habitude, Elite Prospect. Elite Prospect, c'est un précieux partenaire dans le mille parce que c'est un des sites qu'on utilise le plus pour nos recherches. Et puis, euh, gratuitement, vous avez accès à un site ultra complet, mais en plus, avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur l'abonnement premium, l'abonnement annuel. Et puis, l'abonnement annuel, c'est spécial parce que ça donne encore plus de statistiques, ça donne accès à toutes les game logs de joueurs, ça donne accès à des comparaisons directes entre joueurs et ça donne accès à EP Ringside, des articles, des guides. Bref, vous ne pouvez pas demander plus que ça. Donc, avec DLM 30% de rabais. Sur ce, écoutez, bon épisode. Et puis, Jules, je te laisse nous lancer dans ce 18e épisode de notre troisième saison. Right? Ben, on va commencer peut-être avec une nouvelle un peu moins heureuse que celle qu'on a eue aujourd'hui, mais malheureusement, le choix de premier tour en 2021, le 18e au total, Chaz Lucius, qui, depuis son repêchage, a eu plusieurs problèmes de blessures. Donc, mettons, il a été repêché en 2021, puis depuis, là, en 2021-2022, 24 matchs seulement. En 2022-2023, 12 matchs en AHL, 6 en WHL. En 2023-2024, 17 matchs, puis cette saison, 25 matchs. Il y avait plusieurs problèmes. Il n'était pas capable de se développer totalement. Puis là, ben, on a peut-être eu la raison aujourd'hui. Il va prendre sa retraite. Malheureusement, il a été diagnostiqué du syndrome Ehlers-Danlos. Donc, en gros, c'est un syndrome héréditaire qui affecte les tissus, qui va faire les connexions et qui va stabiliser les jointures et les organes. Donc, on s'entend qu'un sport qui est autant demandant sur un corps ne peut pas être pratiqué et joué euh, au- en toute sécurité quand tu as un syndrome qui vient affecter les tissus qui tiennent en place tes organes. Donc, c'est vraiment dommage. Chaz Lucius a un frère, Cruz Lucius. On va espérer que Cruz n'a pas ces problèmes-là. À date, Cruz, il n'y a pas trop de problèmes de matchs joués. Par exemple, Cruz, c'est pas un joueur qui avait autant un plafond que Chaz. Cruz a été repêché en quatrième ronde en 2022. C'est pas mauvais, là, mais on s'entend que c'est pas un joueur qui a les mêmes attentes envers lui que son frère. Cette saison, Cruz a joué 19 matchs et a fait 10 points avec Arizona State en NCAA. Donc, en tout cas, il y aura peut-être un Lucius dans la Ligue nationale un jour, mais malheureusement, ça ne sera pas Cruz. Écoutez, sinon, pour continuer sur notre petite lancée, avant de parler du Canadien, je suis un petit peu en retard là-dessus, mais il faudra m'excuser. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, j'étais dans les ténèbres. Il y a eu les Gators de l'Université de Bishop, justement. On avait un peu couvert leur parcours au début de chaque épisode. On avait mentionné la dernière fois qu'ils avaient gagné la RSEQ. Ben, cette fois, je suis heureux de vous annoncer qu'ils sont championnes nationales de tout le Canada. En fait, c'est la meilleure équipe de hockey féminin U-Sport dans le pays. Donc, je voulais de féliciter toute l'équipe. Et puis, écoutez, si vous êtes fan de hockey, qui cherche du bon hockey à regarder, ben, ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que Bishop, c'est une équipe qui était avec énormément de recrues cette année. Donc, ils ont réussi vraiment dans la première année où ils ont reçu plein de qualités du hockey cégepial de construire une équipe c'est vraiment dans le hockey universitaire, l'équipe qui joue avec le meilleur système, selon moi, vraiment la meilleure cohésion d'équipe. Puis ils ont réussi à faire tout ça à leur première saison ensemble. Fait que je pense que ça ne sera pas leur seule saison avec autant de succès. Je trouve ça juste
beau qu'il a été capable. Tu sais, juste le fait qu'il ait gagné la RSEQ, qu'il soit championne québécoise, c'était déjà quelque chose de gros. Il y avait de la compétition. Il y avait deux autres équipes qui étaient très bonnes, l'Université de Montréal et Concordia qui était excellent. Mais en plus de réussir à aller gagner le championnat canadien dans la première saison avec toutes ces nouvelles joueuses-là, c'est vraiment extraordinaire. Puis je voulais faire une félicitation à toute l'équipe et puis surtout à la capitaine Gabrielle Santerre. Un esprit de hockey incroyable. Si ça vous intéresse, on l'avait reçu dans un épisode de la saison dernière. Je ne saurais pas dire quel numéro d'épisode, mais cherchez Gabrielle Santerre sur la bande. Vous allez Incroyable. tomber là-dessus. Fait que bravo à tout le programme de Bishop. Leur premier championnat national dans l'histoire et je pense pas que ça sera le dernier. Est-ce qu'on est-ce qu'on se lance directement dans le sujet principal qui est le Canadien de Montréal? Ouais, ouais, je pense que c'est l'heure. Là. Écoute, 6 minutes, un fan qui nous regarde a assez attendu. Là. Lance-nous là-dedans. Bon, donc sans plus attendre, on va parler de la grosse signature de la journée, Tyler Thorpe. Mhm. Donc, bien évidemment, c'est de lui qu'on va parler tout l'épisode. Tyler C'est lui Thorpe, sur le cover. c'est ça, c'est lui sur le cover si vous ne le reconnaissez pas, mais sans joke, c'est drôle parce que ce gars-là, il a été signé ce matin. Puis, tu sais, c'est sûr que tout le monde attendait juste de voir des nouvelles de Demidov. Il allait peut-être aller en VHL et tout. Mais quand j'ai vu qu'on signait Tyler Thorpe, j'ai pas été déçu totalement parce que ce gars-là, je veux dire, il a été repêché late l'année passée. Euh, c'est quand même un gars de août 2005. Donc oui, il a été repêché à son année de Mhm. 18 ans, techniquement, là, ou de 19 ans. C'est pareil, un gars qui est dans les jeunes, les très jeunes de 2005. Donc, il y a encore comment dire, son plafond est encore loin devant, je pense. C'est sûr que je vous mentirais si je vous disais que j'avais regardé des games de lui cette année. Quand je regardais des games de Vancouver dans la WHL, c'était pour regarder Cameron Schmidt. Tyler Thorpe, je le regardais un peu, mais la plupart du temps, il n'était pas sur les mêmes trios que Cameron Schmidt. Mais un gros power forward, 6 pieds 5, 214 livres. Il a signé pour 3 ans, donc à partir de la saison prochaine, et a signé une entente amateur avec le Ouais. Rocket, donc il s'en vient. Et dès demain, il va faire sa première pratique avec le club école du Canadien. Et Tyler Thorpe, sûrement que vous en rappelez quelques personnes ici qui regardaient le camp d'entraînement, mais il avait été là, puis il avait quand même pas fait mal. Puis je veux juste finir en disant que ce que j'aime en voyant, ce que j'aime en voyant Tyler Thorpe signer, c'est il y a vraiment, je trouve, une tangente puis une tendance avec la nouvelle organisation, c'est ils veulent aller chercher des gros gars, ils veulent aller chercher des gars qui vont, oui, s'insérer sur un quatrième trio, mais qui vont être capables de faire un rôle qu'on n'avait pas auparavant dans les éditions du Canadien de Montréal. Et là, avec Luke Tuck, Florian Jacquet, Tyler Thorpe, on commence à voir ça, là, des gars qui. C'est pas des gars qui ont des potentiels de top 6, mais c'est clairement des gars avec des rôles spécifiques. Puis, tu sais, on parle souvent de Jacquet, ben, Harbert, là, cette fois-ci. Comme quoi, on en a besoin parce que c'est le seul qui peut faire ça. Mais tu sais, je pense que là, on commence à voir qu'on a une alternative, que peut-être que Jacquet ne sera pas plus qu'un sixième ou septième défenseur dans la Ligue nationale. Donc, on ne pourra pas se baser pour que ce gars-là soit lui qui gère, soit le shérif sur la glace, là. On aura besoin d'autres gars comme Thorpe, Tuck peut-être, mais il a été beaucoup blessé, ou son frère Florian. Donc, je Ouais. trouve que c'est un remplacement, puis ça va bien fitter dans le Canadien quand on aura tous les joueurs. Puis même là, écoute, Thorpe, moi je pense qu'il m'avait le plus surpris quand. Je pense qu'on avait parlé au début de la saison, quand on parlait des matchs de pré-saison et tout ça du Canadien, mais moi ce qui m'avait le plus surpris chez lui, c'était à quel point, tu sais, oui, certes, c'est un gars de pied 5, fait que le coup de patin écoute, solide pour un gars de pied 5, mais tu sais, à chaque fois, il faut qu'on mette la bémol pour un gars de pied 5 parce que c'est pas un coup de patin incroyable, mais c'est à quel point est-ce qu'il était capable de vraiment bien décider quand utiliser euh, ce coup de patin-là. Il avait vraiment un bon sens du jeu en fonction de sa taille. Là, il y a des gars de 6 pieds 5 des fois qui essaient de jouer comme des gars de 5 pieds 11 ou bien qu'au Ouais, contraire, ils non. n'essayent pas pantoute de bouger. Tyler Thorpe avait vraiment été bon pour utiliser son momentum, savoir où se placer. Il avait vraiment l'air de quelqu'un il avait une belle vision du jeu puis qui savait quoi faire. Fait que ça avait été vraiment encourageant en pré-saison. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aimais, c'est que l'année dernière, quand on est allé le choisir en cinquième ronde, moi, je ne l'avais pas vu jouer. Puis tu te dis, OK, est-ce qu'on est allé prendre un gars de 6 pieds 5 parce que justement, c'est un gars de 6 pieds 5 qui est juste robuste puis qu'on veut aller ajouter d'autres hargnes comme Jacky. Mais Tyler Thorpe, je pense qu'il y a un autre côté de son jeu qu'on va vraiment découvrir
à Laval cette saison et puis ben, cette fin de saison en série peut-être et puis la saison prochaine. Mais c'est ça, j'ai vraiment hâte qu'on voit à quel point est-ce que ce côté-là de son jeu va se traduire aussi en côté HL parce que c'est ça qui m'avait impressionné vraiment en pré-saison. C'était pas genre, ah, ok, c'est cool, après le sifflet, il va continuer à bagarrer puis il a fait des gros hits. Certes, il fait 6 pieds 5, fait que c'est sûr que physiquement, il n'y a pas de problème là-dedans, mais c'était vraiment son sens du jeu puis à quel point il était capable d'amener les rondelles au filet en pré-saison. Fait que j'ai hâte de voir si ça va se traduire là en ce moment parce que comme je le dis, moi, la saison dernière, cinquième ronde, il n'y a pas beaucoup de gars que j'avais vu jouer. Et puis cette saison, je ne l'ai pas vu jouer non plus, à part quelques petits shifts avec Cameron Shift. Fait que j'ai Ouais, rien c'est ça. j'arrive dans ses premiers matchs à Laval avec page blanche. Là. Je suis prêt à être impressionné ou à voir comment est-ce que ça va se traduire. Tu sais, je vais juste finir parce qu'on a quand même un gros épisode devant nous, mais de un, je pense que si vous le connaissez pas trop, mais que vous voyez que le Canadien le signe, il y a énormément d'espoir en ce moment qui pourraient être signés dans l'organisation du Canadien et ils ne le sont pas. Donc, pour que Torp soit signé, c'est déjà un très bon signe. On se rappelle des Simoneau, des Harvey Pinard qui avaient été signés à seulement des contrats AHL. Donc, lui qui soit signé Ouais. canadien, ça veut dire qu'il y a clairement comme I guess qu'ils se disent il est plus proche de la Ligue nationale que peut-être d'autres joueurs. Il y a aussi l'aspect que euh, 52 points en 68 matchs, tu sais, il y a eu une meilleure production offensive. Bon, il y a certainement il y a certainement quelque chose qui est là. Ça va être intéressant. Puis le Rocket, c'est souvent des aliments qu'il faut refaire quasiment à neuf parce que les vétérans ne signent Mhm. pas là très longtemps. La plupart du temps, les signatures, c'est 1 ou 2 ans. Donc, là, on a la limite de contrat de 50, mais si on le signe, ça veut dire qu'on le veut avec le Rocket l'année prochaine. Donc, en tout cas, il doit y avoir quelque chose là, dans un plan derrière qui doit être très précis. Continuons avec un nom peut-être un peu plus populaire, Jacob Fowler, le joueur qu'on était allé voir au Vermont, avec qui on avait pu s'entretenir rapidement après un des matchs, et donc qui nous avait dit dans l'entrevue que en tant que compétiteur, tu veux toujours monter, tu veux toujours aller au prochain niveau, tu veux toujours jouer contre des meilleurs joueurs, tu veux toujours être le meilleur de toi-même. Donc, moi, quand il y avait les rumeurs qui retourneraient à Boston College, je veux dire, j'avais un peu d'inquiétude, mais on dirait que je me disais, non, non, il me l'a dit personnellement, là. Il m'a-tu menti, tu sais, il m'a-tu pris pour un niaiseux? Ben, clairement pas. Clairement, il avait peur de ma réponse s'il ne signait pas avec le Canadien cette année, ou de notre réponse, Renaud. Là, je pense que je pourrais Fait que t'inclure. Tu étais mon bodyguard derrière. Là. ça, c'est bon parce que tu montres à quel point ton journalisme n'est pas biaisé. Là. Jules, c'est ça quand il Pas du interviewe les tout. joueurs, c'est comme, hey, dis que tu vas signer avec le Canadien, dis que tu vas signer avec le C'est Canadien. ça. Puis il y a un peu de menace aussi. Tu sais, je pense que Ben, on Jules est était de très la même menaçant en grandeur. vraie vie. On était de la même grandeur. Fait que Mais Fowler, c'est ça, je- c'est vraiment le fun qui a fini par le faire. Puis je pense que, écoute, là, on l'a vu la saison passée, cette saison, c'est un gars que, justement, le composure, tu sais, le gardien de but, ce qui peut être vraiment challenging quand tu montes de niveau, puis la raison pourquoi est-ce que tu fais pas passer un joueur, admettons, de USHL à LNH direct, même s'il y a beaucoup de hype, c'est justement un peu la composure, le mental, tu sais, c'est facile de... T'as un mauvais premier match en LNH, ouf, ça peut teinter, tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment beaucoup de mental, la position de gardien de but. Puis Fowler, c'est un gars que, à tous les niveaux, ça a vraiment, un peu à la Carey Price, ça a toujours eu l'air d'être sa force. Fait que je pense que, tu sais, c'était un peu écrit dans le ciel que, justement, ce genre de gars-là montrait peut-être un peu plus tôt qu'un Jacob Dobesch, admettons, qui était aussi un excellent gardien en NCAA. Et puis là, tu sais, lui, oui, le nom est plus gros, mais je pense que quand même, il faut s'attendre à ce que d'ici la fin de la saison, on ait moins de sample qu'admettons un Tyler Thorpe qui, justement, vu que son nom est. Il y a moins d'attention médiatique dessus, puis qu'il ne joue pas la position cruciale d'une équipe. On va peut-être avoir justement, ben en fait, pas, on va peut-être avoir, tu sais, Tyler Thorpe, ça va être plus facile pour lui de se mettre dans l'alignement, d'avoir un rôle de bottom six à Laval, puis de jouer pendant les séries. Alors que Fowler, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que, écoute, s'ils font jouer 2 matchs d'ici la fin de la saison, puis excellent, je pense pas qu'ils vont l'essayer en playoff, mais tu sais, si d'un coup que Primo, ça marche pas pantoute en série éliminatoire, peut-être pas. Peut-être que justement, on le verrait. Surtout avec Dobesch, qui on pensait, quand tout le monde pensait que les Canadiens ne feraient pas les séries, on pensait que Dobesch pourrait revenir renforcer Laval à la position de gardien de but, qu'on aurait Primo et Dobesch à Laval pour les séries. Mais là, maintenant que Dobesch est en haut avec le Canadien, puis on l'a vu contre Nashville, tu sais,
une belle option, puis que, tu sais, les Canadiens sont en série, ils vont garder comme Dobèche comme backup pour les séries. Ça va être intéressant de voir, tu sais, justement, ça fait un excellent choix de backup à Primo, d'un coup où Primo, ça clique un petit peu moins dans les séries, mais c'est ça. C'est juste, faut pas s'attendre à le voir jouer tout le restant des matchs de Laval, puis de le voir être le starter en série éliminatoire en AHL. Là. Tu sais, Jacob Fowler, on est bien content si on le voit gauler un ou deux matchs, puis qu'on peut se faire une petite idée. Là. Comme tu dis, Jacob Daubin était là, il avait fait la même chose aussi. Mhm. C'est une belle position dans laquelle le Canadien est avec ses gardiens de but, dans le sens que oui, Daubèche a peut-être des moments un peu plus rough dernièrement, mais ce gars-là, il est juste content d'être dans la LNH. Il a pas l'air de trouver ça difficile de pas jouer beaucoup. Ça a Puis l'air plus d'être un rough, gars. tu sais, c'est pas, tu sais, pas pour insulter Primo ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est pas rough au niveau Ah de, tu non, sais, on a vu les statistiques de il Primo. permet à Dobesch, l'équipe de c'est, gagner pareil, là. oui, il permet à l'équipe de gagner. Il y a encore des gros matchs comme contre Nashville, puis à la fin de la journée, sa statline reste relativement au-dessus de 900. Fait que, tu sais, je sais qu'on se base souvent sur les excellents gardiens de but qui, eux, sont capables, tu sais, à la Vasilevski, qui sont capables d'avoir des saisons de 9-15 régulièrement, mais en vérité, là, la plupart du temps, si tu as une bonne équipe, un gardien de but qui est capable de t'arrêter 9 shots sur 10, la plupart du temps, ça te fait la job. Là. Puis on le voit avec Montembeau aussi en ce moment, là, c'est à peu près la même chose. Là. Ouais, ben c'est ça. Fait que, garde, moi je pense que Primo, c'est peut-être fini avec le Canadien, à moins qu'il y ait vraiment un plan derrière. Mais moi je pense que tu sais, en ce moment, il est juste en train de prouver à une autre équipe de la Ligue Mhm. nationale qu'il il peut être ce gardien-là, Fringe NHL, qui fait des. C'est un peu comme Charlie Lindgren il faisait, là, dans le sens que c'était un gars qu'on pouvait monter, mais que c'était pas lui sur lequel on se basait pour être le backup quand il y a besoin. Puis bon, là, il y a une bonne chaise dans la Ligue nationale. Mais bon, Primo, c'est ça. Tu sais, c'est quand même un choix de septième ronde, là. Fait qu'au final, faut pas penser que c'est un gars qui a mal été développé et autres, là. Peut-être que oui, il aurait pu plus jouer de matchs en AHL avant. Il y a eu beaucoup de moments où est-ce qu'il montait, il descendait, puis il jouait pas nécessairement souvent dans l'air Bergevin, mais bon. Fowler, ça a été intéressant. Ouais. Daubèche, il a une bonne position comme backup. Moi, ça m'étonnerait de voir Daubèche retourner à Laval, à moins que ça soit Non. vraiment pour les séries puis que le Canadien soit éliminé, là. Mhm. Mais bon. Fait que Fowler, c'est le fun. Comme tu dis, on va le voir un ou deux games, puis il va être là dans l'entourage. C'est un compétiteur. Je pense que ça pourrait être intéressant, même si, mettons, à un moment donné, ça va pas bien pour un des deux goalers à Laval, qu'on mette Fowler dans Ouais. une situation. Parce que, tu sais, ça va faire le parfait pont aux joueurs suivants, mais les joueurs qui arrivent de leurs autres équipes, de l'Europe ou de la NCAA, la plupart du temps, ils arrivent puis ils sont déjà dans le mood des séries, dans le mood match pas de lendemain. Heinemann, c'était ça. Puis il avait dit que ça l'avait aidé à justement être dans un style de jeu de playoff. Il était déjà lui là-dedans. Et bon, ben, le joueur que je veux parler maintenant, c'est Oliver Kapanen qui lui a joué les quarts de finale avec son équipe Timra en Suède. Timra, donc, comme ils étaient dans le top de la ligue, ils ont skippé les huitièmes de finale et donc ils ont juste joué les quarts et encore, ils se sont fait éliminer par Frolunda, une des organisations les plus reconnues en Suède. Frolunda qui avait, entre autres, le joueur qui va être repêché en 2026, sûrement dans le top 10, Ivar Stenberg, qui est en train de vraiment tout détruire. Et ben, ça a donné que j'ai pu regarder le dernier match de Kapanen en Suède avec Timra quand justement c'était un peu le match décisif pour eux. Et je vais juste dire, parce que j'ai pas regardé énormément d'SHL dans ma vie, j'en ai regardé un peu au fil des ans, là, surtout quand il y avait Holtz et Lucas Raymond avec Drew Gardens. Mais là, Kapanen, il joue un style qui est vraiment nord-américain. Et c'est pourquoi je pense qu'en ce moment, là, en tout cas, là, j'ai pas regardé le match de ce soir encore, mais je trouve que son adaptation se fait parfaitement parce que c'est un gars qui joue dans le centre de la glace, c'est un gars qui joue autour du gardien de but, c'est un gars euh, qui utilise aucunement la grandeur de la glace en Suède pour son avantage. Donc, ça va faire que quand il arrive, ben, ça a fait que quand il arrive sur une glace de la Ligue nationale, la transition se fait parfaitement. Puis, c'est peut-être pas lui qui a le plus haut plafond offensif, mais je pense que un gars qui va être capable de faire des déviations, qui va être capable de récupérer des rondelles devant le filet, ça va toujours fonctionner dans la Ligue nationale. Puis, il y a un bon patin en plus de ça et il y a une bonne vision défensive. Donc, c'est un gars que je pense qu'on sous-estime beaucoup. Il avait surpris au camp. On l'avait renvoyé. Il avait peut-être pas fait exactement ce qu'on voulait au début de saison, mais là, il arrive dans une équipe et dans un mood justement de série. Donc,
Ça l'aide énormément, je pense, d'aider le Canadien à se rendre à la danse du printemps. Ah ouais, puis écoute, Kapanen aussi, ce qui l'aide, c'est que c'est pas comme l'autre personne de qui on va parler après, là, dans le sens, il arrive dans notre équipe, puis notre équipe, moi c'est Jeff Molson, chez les Canadiens, puis le rôle qui lui est demandé, c'est pas nécessairement quelque chose de tu sais, d'incroyable. On n'a pas besoin qu'à chaque soir, ils mettent un but ou ils mettent une passe. Ce qu'on a besoin de faire, c'est un peu comme quand Owen Beck était là, mais à un plus haut niveau. Il va récupérer les rondelles quand ton joueur, tu sais, le joueur d'attaque a la rondelle, manage-toi de soit être devant le filet ou bien ouvert pour une passe pour pouvoir faire un tir rapide. Dérange l'autre équipe. Je dis, soit juste tout le temps en train de déranger l'autre équipe. Bref, soit en créant des options de passe pour les joueurs qui n'ont pas la rondelle quand tu as la rondelle, ou bien en t'ouvrant quand c'est tes coéquipiers qui ont la rondelle. Tu sais, rien de trop compliqué. Tu n'as pas besoin de faire des feintes, tu n'as pas besoin de marquer des. Juste sois dangereux. Puis pour le moment, je trouve qu'il fait super bien ça. C'est tout le temps. On le voit tout le temps essayer d'être dans l'endroit le plus dangereux devant le filet, d'être dans de se créer des bonnes lignes de tir, puis quand il y a l'opportunité, il n'hésite pas à tirer. Fait que je pense que c'est juste dans, dans le max qu'un joueur de bottom 6 peut être, là, c'est juste un joueur qui est quand même chiant pour les autres équipes à jouer contre parce que justement, il est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de bouger. C'est pas un joueur stagne. Fait que c'est juste, les attentes n'étaient pas énormément hautes, puis pour le moment, il les remplit bien. Puis c'est ça, comme tu dis, ce qui aide beaucoup là-dedans, c'est ce compete level-là déjà des playoffs. Puis il y a une raison pourquoi est-ce que lui, tu sais, il y a des gars qui auraient pu être dans sa même situation que, OK, ils viennent à Montréal, puis on veut vraiment les faire jouer si on a besoin de les faire jouer. Mais lui, il fait tellement bien les petites choses qu'on lui demande de faire que justement, tu sais, je pense que c'était contre Nashville, on a un trou sur la deuxième ligne. Bon, ben écoute, essaye Oliver là, il donne de l'effort, tu sais, il donne l'énergie. C'est un peu, c'est ça qui fait un peu son magique pour le moment. Fait que rien de ultra incroyable, mais c'est pile à ce qu'on s'attendait. Puis c'est tout ce qu'il a besoin de le faire, il le fait bien. Puis écoute, je pense on est rendu à parler d'un autre Rendu. joueur que les attentes vont être un petit peu plus hautes. Tu sais, ça, comme on disait tantôt, à 3 heures aujourd'hui, on a eu la nouvelle que, en fait, c'est ça, ça a été un timeline un peu bizarre. Je pense autour de 1 heure, Ouais. il y a comme SKA, l'équipe en Russie de Ivan Demidov qui fait une annonce sur leur Twitter. Ah, on a accepté de mutuellement terminer le contrat de Ivan Demidov. Il rejoindra les Canadiens de Montréal. Puis là, tout le monde était comme un peu ah ben, ok, what? Puis tu sais, Montréal avait rien dit là-dessus. Fait que là, c'était quasiment confirmé, mais là, tu sais, autour de l'après-midi, il y a eu des nouvelles comme quoi, oui, c'est vrai, le Canadien met sous contrat Ivan Demidov. Le contrat commence maintenant. Il va être éligible pour rejoindre les Canadiens d'ici la fin de la saison régulière. Fait que dans les prochains jours, on devrait voir les débuts d'Ivan Demidov avec le Canadien. Puis ça, je trouve que c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, de un, Ivan Demidov, c'est un joueur incroyable, c'est un joueur excitant. Puis à la base, juste voir Ivan Demidov jouer dans n'importe quelle équipe, voir un jeune prospect comme ça jouer, c'est excitant, fait que c'est intéressant. Mais en plus, c'est qu'à Montréal, on n'arrête pas de. Bon, c'est sûr qu'on parle tout le temps du deuxième centre, mais tu sais, en général, je pense qu'on est quand même d'un commun accord que le premier trio marche super bien. On est content d'avoir Slav, Suzuki, Caulfield. On a des coachs d'autres équipes qui ont dit que c'était un des meilleurs premiers trios de la ligue. Bon, chacun a son avis là-dessus, mais c'est un premier trio qui marche bien, qui fait la job, qui a une bonne balance et qui est incroyable. Notre problème, c'était vraiment le deuxième trio. On a eu Kirby Dack, qu'on pensait qu'il pourrait remplir le rôle. Il s'est blessé, puis quand il était là, il remplissait pas ce rôle-là. Fait que tu sais, ça a été vraiment la ligne qui a été un peu une lacune pour Montréal. Puis même en ce moment, tu sais, on a New Hook, Laine qui joue. Laine est bon. Est-ce que c'est vraiment un joueur de deuxième trio au niveau d'effort? Peut-être pas. New Hook, excellent. On l'a vu, là, il y a des passes où il peut marquer plein de buts, où c'est vraiment un joueur dynamique qui crée de l'offense. Mais est-ce que réalistiquement, tu sais, il y a tous les atouts d'un joueur de deuxième trio? Pas vraiment. Puis là, à droite, on l'a vu, il y a eu quand même pas mal de changements. On a essayé pas mal. Fait que, tu sais, bref, tout ça pour dire que ça a été comme un gros bémol du Canadien cette année. La deuxième ligne. Puis là, avec Demidov qui arrive, avec Laine et New Hook qui sont sur des bonnes lancées, puis qui ont été vraiment des parties clés, des matchs qu'il fallait gagner pour aller en série, ben, on vient peut-être de justement régler un des énormes problèmes du Canadien. Là. Tu sais, ton deuxième trio n'est pas autant important que le premier, mais quasiment. Tu sais, c'est vraiment crucial d'avoir un bon deuxième trio si tu veux compétitionner. Ça fait partie du depth. Là. Tu veux une bonne troisième, quatrième ligne aussi, mais Chris, ça sert à rien si ta deuxième ligne, elle n'est pas, tu sais, elle n'est pas au moins à ce même niveau-là. Puis là, avec Ivan Demidov qui vient remplir New Hook et Laine, tu sais,
Tu mets Lainé, Newhook au milieu, Demidov à droite. On vient de peut-être trouver une solution à un de nos gros problèmes. Après, on verra à quel point est-ce que Demidov s'adapte rapidement au jeu nord-américain. Peut-être que son premier match, ça va être un petit peu plus tranquille, comme avec n'importe quel prospect, mais je pense que quand tu regardes, admettons, le jump de MHL à KHL, je sais que c'est un peu moins haut que de KHL à LNH, mais reste que c'est un joueur qu'à tous les moments où il Ouais. y a eu à s'adapter, il le fait avec confiance. Il n'y a jamais eu de problème avec ça. C'est tout le temps un joueur qui a été capable de croire ses habiletés. On ne l'a pas vu, tu sais, dans ses débuts en KHL, on ne l'a pas vu cacher une partie de son jeu, là. Même quand il jouait sur la quatrième ligne, il jouait comme un joueur qui savait que c'était un futur joueur star. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que tu le mets sur le deuxième trio à Montréal. Écoute, s'il y a un mauvais premier match, c'est pas la fin du monde, mais je pense qu'il va arriver, il va faire ses petits jeux de confiance, puis ça sera pas long, que ça va être vraiment un joueur d'impact dans le line-up de Montréal. Un peu comme on a vu Mishkov faire chez les Flyers. Ça n'a pas été long que Mishkov a montré exactement le type de joueur qu'il était, puis qu'il a joué son genre de hockey à lui. Ouais, puis encore une fois, Demidov, c'est un gars qui est dans mode série. C'est un gars qui est en Mhm. mode. Son dernier match qu'ils ont perdu, c'était le sixième match et ils devaient le remporter pour aller au septième match. Donc, lui, il va arriver, là. Bon, il faut qu'il ait son visa de permis de travail, là, qui doit s'en venir. Mais Trudeau, come en fait, on! pas pour venir, mais pour jouer, il faut son visa. Fait que oui, là, j'attends Mark Carney qui lui donne en main Hmm. propre. Mais C'est vrai, c'est, je suis c'est, c'est, daté. c'est- fait que je sais pas, je sais pas c'est quand qu'il va s'en venir exactement parce que bon, euh, tu sais, est-ce que lui, il est déjà dans un vol en ce moment puis il s'en vient, tu sais, on ne sait pas. Mais bon, Demidov, j'ai eu aussi la chance de le voir en série. Ça tombe bien que mon horaire de vie en ce moment me permet de regarder des matchs à midi. Puis c'était aussi toujours timé avec le fait que le Canadien jouait la veille. Puis le lendemain matin, ben, je regardais Demidov. Fait que c'était comme une soirée et un matin avant midi de hockey. Et comme Roman Rothenberg, peut-être un des hommes les plus détestés dans la ville de Montréal pendant cette saison, ben là, ce soir et aujourd'hui, il a un peu amélioré sa cote d'aimabilité en disant que justement Demidov était le MVP de son équipe pendant les séries. C'était le gars qui a le plus aidé son équipe à se rendre loin en disant que Demidov est excellent en défensive, qu'il pourra toujours s'améliorer, mais qu'il est vraiment meilleur qu'au début de la saison. Puis ça, je suis quand même d'accord. Il est beaucoup plus impliqué. En tout cas, c'est pas juste du mal qu'est-ce que Roman Rothenberg a fait à Demidov, mais bon, ça pour dire que Demidov, 5 points en 6 matchs. Il y a eu 2 buts refusés pendant les séries. Il a vraiment été de tous les combats. Dès qu'il embarquait sa glace, tu le voyais. Puis on s'entend, il jouait avec Kuznetsov, là. Tu sais, c'est pas comme si c'était tous des pieds de céleri autour de lui. Kuznetsov, oui, il a peut-être ralenti. Et lui aussi a brisé son contrat avec le SKA. Donc, je sais pas c'est quoi qui s'en vient dans les plans de Kuznetsov. Peut-être qu'il revient en Amérique du Nord. Mais bon, Demidov va jouer vraiment du très gros hockey. Meilleure saison U20 dans la KHL ever. Peut-être une des meilleures statistiques, je pense, de U23. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je sais qu'il était dans le top. Donc, tout ça pour dire qu'il a vraiment battu des records. Et comme tu dis, Renaud, je pense que ça serait un peu ridicule de ne pas l'essayer avec Laine et New Hook. Mais je ne suis pas trop en désaccord avec un commentaire de Anthony Marcotte, celui qui diffuse les matchs, ben, pas qui diffuse, mais qui commente les matchs du Rocket sur BPM Sport, qui disait que lui, il le verrait avec Dvorak et Laine. Puis là où est-ce que je suis pas tant en désaccord, puis je pense qu'il y a 2 mois, on aurait fait comme, voyons donc, mettre Dvorak avec Demidov, c'est une manière de ruiner son potentiel. Mais c'est que Dvorak, en ce moment, il joue son meilleur hockey. C'est un centre qui gagne ses mises en jeu. C'est un centre gaucher. Donc, de gaucher à gaucher, c'est toujours un peu préférable, là. Comme, mettons, Suzuki avec Caulfield, c'est de droitier à droitier. Et euh, en ce moment, il patine énormément. Il travaille fort. Donc, Dvorak, je trouve qu'il a l'énergie en ce moment qui est parfaite pour un gars comme Demidov. Et Dvorak est un centre très responsable défensivement, donc va l'aider à aller chercher la rondelle, à aller l'aider parce que Demidov, c'est un des gars qui sortait le plus la rondelle avec sur sa palette de sa zone défensive. Et euh, je pense qu'avec un centre comme Dvorak qui est très bon pour aller récupérer les rondelles et relancer, ben, ça serait parfait avec Demidov. Donc, moi, en tout cas,
contrairement à un ami tantôt avec qui j'étais pendant qu'on a appris la nouvelle, qui lui disait ah, il va commencer sa quatrième ligne puis il va pas nous aider dans les séries. Je suis complètement en désaccord. Et oui, Renaud, tu vois de qui on parle, Negative Nancy. Mais c'est ça. Je pense que juste Demidov va rentrer top 6 direct et va jouer sur le deuxième power play. Euh, Puis, regardez, avec les séries qui sont tellement proches, je veux dire, selon le site Money Puck, le Canadien en ce moment est à 87,2% de faire les séries. Et selon le match de ce soir, le Canadien, s'il gagne en régulation, il augmente de 9,1% à 96,3%. S'ils perdent en régulation, c'est à 74,7% que ça redescend. S'ils les battent en prolongation, ça va à 95,5%. Et s'ils perdent en prolongation, c'est à 85,8%. Donc, on s'entend que c'est quand même des pourcentages qui sont toujours à l'avantage du Canadien de Montréal. Et selon un autre site de statistiques Hockey Reference, le Canadien en ce moment est à 91,8%. Donc, oui, ce soir, c'est pas mal le match de la saison. Si on le gagne, le Canadien est pas mal assuré. Pas mathématiquement, mais pas mal assuré. Mais même là, on va devoir faire reposer des gars. Puis Demidov, je pense que ça va être parfait le Mhm. temps, les 4-5 games, ben, en fait, les 4 games qui vont rester à la suite, de l'adapter au style de jeu, au système de jeu, à ses coéquipiers. Ça va être parfait avec des matchs, pas trop de pression. Donc, oui, il va être pareil, excellent, je pense, dès qu'il va embarquer sa glace. Mais il n'y aura pas la pression de devoir aller gagner chaque match. Et ça va être parfait pour justement le rentrer dans le moule canadien et ensuite pendant les séries. Regardez, c'est pas compliqué, là. C'est juste le Canadien vient de recevoir Ouais. une aide monumentale. On était jaloux de Washington qui recevait Ryan Leonard, mais là, je pense que Washington vient de faire un peu euh, d'hésitation, je pense, en se disant hey, peut-être qu'on aimerait mieux que Ottawa Ouais. soit à deuxième wildcard. En tout cas, Puis, je sais pas. Moi j'aurais peur, mais bon. ouais. Ben surtout, écoute, mini parenthèse sur Washington, mais justement, j'en parlais avec Negative Nancy hier aussi. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, aussi, Washington ont eu une excellente saison régulière, mais c'est vraiment le genre d'équipe que les Canadiens pourraient surprendre en première ronde. Pourquoi? Parce que, tu sais, il y a des équipes comme Toronto, Tampa Bay qui prennent Floride, là, les Panthers, qui prennent pour acquis au début de la saison qu'ils vont faire les séries. Bon, il y en a pour qui ça floppe comme les Rangers, mais tu sais, pour la majorité des équipes qui savent quand t'as Barkov, quand t'as des Kucherov, tu sais que tu vas faire les séries. Fait qu'ils se managent un peu plus dans la saison régulière. Fait que tu vois pas leur vraiment plein potentiel en saison régulière. Puis là, quand ils arrivent en série, c'est comme si tu voyais une équipe différente, tu sais, qui le veut encore plus. Alors que Washington, c'est une équipe qu'au début de la saison, ils pensaient qu'ils seraient dans une chase pour la wild card. Fait que depuis le début de la saison, on voit vraiment le meilleur de Washington. Puis peut-être que quand ils vont arriver en série, tout va cliquer, puis tout va continuer, puis ils vont aller loin. Mais ça se peut aussi que ça soit le genre d'équipe qui se fait surprendre par une équipe justement qui n'était pas supposée être là, qui reçoit un petit peu d'aide, puis euh, qui justement donne les bouchées doubles. Parce que Washington, on voit de l'excellent hockey, mais je pense qu'on voit vraiment leur meilleur hockey. Eux, c'est plus une question de continuité que de step-up. Alors que le Canadien, je pense que surtout sans que Demidov soit là, on n'a pas vu leur meilleur hockey. Puis écoute, pour finir sur Demidov, j'aimerais continuer un peu sur la lancée de numéros. Tu nous as donné des statistiques sur les probabilités des Canadiens. Moi, j'aimerais saluer notre partenaire Blue Chip Prospect, avec qui on est justement allé voir Fowler au Vermont. Mais j'aimerais montrer justement une stat card que lui a fait, puis juste porter l'attention sur quelques petits trucs. Certes, les, les statistiques de points, de matchs, tout ça reste excellent, surtout quand on prend en compte les records qu'il a battus puis le rôle qu'il avait. Mais moi, je veux vraiment mettre l'accent sur la taille et le weight. L'année dernière, quand on a repêché des mid-oeuvres, il était autour de 165 dans la catégorie du weight. Maintenant, on est rendu à 192. Fait que Ouais, ça, ouais, c'est tous des atouts que, man, quand tu arrives en LNH, là, avoir ce petit edge-là physique, je pense que ça va vraiment faire une énorme différence. C'est pour ça aussi que tu sais, c'est drôle, je pense pas que il va arriver puis il va avoir le rôle de quatrième ligne, là, comme on parlait juste avant, je pense. Mais ce que je trouve cool, c'est quand même que en ce moment, je regarde ce qu'il faisait en KHL, je regarde à quel point est-ce que son physique a augmenté, puis à quel point justement sa robustesse, son esprit défensif, que je suis quand même confiant de dire que si jamais on lui demandait justement de venir puis de faire ce rôle-là de quatrième ligne, ce qui est trop bon pour faire, là, mais il serait capable de bien le faire. Alors que l'année dernière, si tu m'avais dit ça, j'aurais été comme, ah, peut-être que justement, il est un peu trop à la Michkov, là, tu sais, tu verrais-tu Michkov jouer sur une quatrième ligne? Non. Il y a pas les. C'est vraiment un joueur qui est purement top 6. Alors que Demidov, il va finir top 6, ça va être une star, le potentiel est sky high, mais si tu lui demandais de faire des petits trucs simples de même, je pense que en ce moment, je serais confiant qu'il serait capable de les faire. Fait que
Je trouve ça vraiment incroyable, justement. C'est vraiment un joueur que on sait qu'on va dépendre de son offensive, puis que pourquoi est-ce que tu le prends, c'est à cause de ses mains, à cause de sa création de jeu, mais que plus on le regarde jouer, plus il devient complet, puis moins il y a de lacunes dans son jeu. Tu sais, l'année dernière, on parlait de peut-être que 5 pieds 10, finalement, il arrive au combine, puis il calcule à 5 pieds 11, puis là, cette année, il calcule à 6 pieds. 192 de poids, il n'y a aucune lacune à ce niveau-là. Là. C'est vraiment un excellent poids pour un allié, une excellente taille pour un allié, puis quand tu regardes son jeu physique, est-ce que son jeu est centré autour de ça? Non. Mais quand il a besoin de le faire, il le fait super bien. Fait que, plus je le regarde jouer, moins j'ai des choses j'ai comme des grosses bémols dans son jeu. Là. Fait que ça, je trouve ça extrêmement positif. Puis je voulais juste dire bonsoir au Ninou Show. Merci Ninou. Euh, Puis là, il y a aussi la question de Sébastien Ouellette qui dit: Salut les gars, est-ce que vous verrez jouer Demidov dans quel match? Donc imagine qu'il demande dans quel match vous verrez jouer Demidov. En ce moment, Et moi, je pense qu'il joue en ce moment sur la glace. Non, mais je pense que si tout va bien, puis si le visa, ça va bien, je pense qu'il joue vendredi. mhm. Je pense que c'est un gars qu'il n'a pas besoin de faire une semaine de pratique et de. Non, non, ce gars-là, tu l'embarques sur la glace, tu le fais Mais jouer. Je veux dire, des fois aussi, euh, ça fait comme Spencer Knight quand il est arrivé à Chicago. Là, il y a des gens qui étaient surpris qu'il joue, je pense, le lendemain de son échange. Puis il a fait un match excellent. Mais lui, quand il a parlé aux médias après, il était comme non, non. Moi, en ce moment, j'ai plein de choses sur mon esprit. Puis ce que je veux faire, c'est penser au hockey. Fait que on peut ouais. dire, si tu prends une semaine d'écart entre tes matchs, des fois, ça te laisse un peu trop de temps pour justement stresser à propos d'autres choses, l'angoisse de ton premier match. Je pense que les vrais compétiteurs, je sais pas, là, je suis pas un joueur de hockey professionnel, je suis pas un de ces vrais compétiteurs, mais à mon humble avis, les vrais compétiteurs, quand ils arrivent dans une situation comme ça, dans une course aux séries, ils sont à genoux en train de demander au coach: mets-moi le plus tôt possible dans la game, je veux pas penser à des choses extérieures, je veux pouvoir focuser le plus tôt possible sur mon hockey. Puis aussi, tu sais, tu parles du fait qu'il peut jouer sur un quatrième trio si c'est ça qu'on a besoin Ouais. de lui. Puis, tu sais, dans le sens, malheureusement, il a joué un peu trop cette saison avec le SCA, justement, sur la quatrième ligne ou même sur le 13e attaquant. Mais le problème, c'est que quand il jouait sur le quatrième trio, c'était vraiment comme si on mettait Nick Suzuki sur le Ouais, quatrième ouais. trio puis on le faisait jouer comme Pezzetta, là, dans le sens que c'est comme, OK, t'as ton meilleur joueur, puis tu le Ouais. fais jouer 5 minutes, puis tu le fais skipper des présences. Puis, Alors que s'il vient à Montréal, oui, il est sûrement meilleur. Déjà, en ce moment, je pense qu'il y a déjà un plafond plus élevé que New Hook et même toutes mhm. ben, pas le plafond, je veux dire, le plancher, peut déjà amener autant, même peut-être que New York, peut-être plus. Puis Ouais. Gallagher et tous ces gars-là de Bottom Six. Mais je pense qu'il comprendrait beaucoup plus à Montréal s'il arrivait, puis on lui disait: Hey, il faut que tu joues 12 minutes. Puis, tu sais, même là, dans les 12 minutes qu'il jouerait, je pense qu'il serait capable d'aller créer et d'amener. Là, moi, je veux créer la petite question: est-ce que Demidov sera le premier à gagner le Conn Smythe avant le Calder? Tu sais, on s'entend. Je suis pas en train de dire que le Canadien sera en finale, mais dans le sens que s'il se rend en finale, je pense que Demidov va faire partie de la raison. Donc, Maintenant, pourquoi pas la petite tu peux, question? tu peux changer la question maintenant pour est-ce que Jules voit la vie en rose? Pas du tout. Moi, je pense que c'est super sérieux comme question et que ça pourrait vraiment arriver. Est-ce Si que vous voyez ça sur Bet99, mettez tout de suite toutes vos économies parce que le stock market, ça ne va pas bien. quelle économie, dude? Tout est parti. Il n'y a plus rien. Ça n'existe pas. Ne pensez pas à ça. Achetez-vous des poules, faites pondre des œufs, là, puis vous allez My avoir God. aucun problème. Donc, vous voyez ici qu'on est des fans de la casquette rouge. Alors, pour changer de sujet, on va parler justement de joueurs juniors parce qu'on parle des séries de la LHJMQ. Il y a 2 semaines, quand j'étais tout seul et que Renaud était dans les ténèbres, moi, j'ai fait un peu un survol des séries. Il s'est tout Et trompé. je me suis trompé à 100%. J'avais dit 4, j'avais dit en 4 pour Québec contre Moncton. Non, mais sérieux, je pense que j'ai pas été si pire. Puis je veux commencer avec la série de Moncton contre Québec parce que, bon, je pense qu'on y va de même en ordre sur le site de la LHMQ, là, mais Moncton, j'avais dit, il était à 15 victoires de suite avant le début des Ouais. séries. Et là, ils sont rendus à 19 victoires de suite. Dénoyé, 8 points en 4 matchs. Je veux dire, ce gars-là, en ce moment, son stock au draft fait que augmenter. Vous allez avoir une vidéo où est-ce que Renaud et moi allons faire notre top 10 de la LHMQ. Donc, Ouais, je vais bientôt, pas ouais. trop parler de dénoyer, de mon opinion sur lui. Je pense que j'allais moins haut que beaucoup de monde. Je pense qu'il y a quelques points qui me mettent un peu de points d'interrogation, surtout sur sa vitesse de jeu. Mais
En ce moment, dans la GMQ, je veux dire, c'est juste incroyable qu'est-ce qu'il fait. Puis justement, dans cette série-là, ça a vraiment été le- une force, là, je veux dire, 8,2 buts, 6 passes. Dans son équipe, ça a pas mal été un des seuls. Oui, Étienne Morin a très bien joué aussi, mais en tout cas, c'est vraiment la force offensive. C'est lui qui joue défensivement en plus. Euh, je sais pas, je trouve juste que ce gars-là, en ce Ouais. moment, il est au top. Je Ben, sais pas si tu as quelque chose à T'as-tu quelque ben chose à non. rajouter sur Non, Québec, mais Moncton? ça, je suis sauvé. Je vais t'en faire deux en un aussi, là, les séries de Vas-y. Québec et Moncton. On s'attendait à ce que Moncton arrive, domine. Le premier match a été un petit peu plus difficile pour Moncton, mais bref, tout ça pour dire, ça a été exactement Oui. ce qu'on s'attendait de Moncton. Puis quand je te dis je vais en faire deux en un, je vais grouper aussi Rimouski avec ça. Ouais. Trop Rimouski, facile. la première série, j'ai absolument rien à dire parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'on s'attendait. Je pense que quelqu'un pourrait retourner à la vidéo d'il y a 2 semaines où il regarde tes analyses là-dessus. Puis ce qui était supposé se passer, c'est passé. En gros, c'était du bon hockey parce que c'est le fun de voir une bonne équipe jouer, mais il n'y a rien de particulièrement intéressant qui s'est arrivé. C'est des équipes dominantes qui sont arrivées puis qui ont dominé. Ouais, puis regarde, moi j'ai écrit Rimouski trop fafa, je veux dire 24 buts pour contre 3 buts contre. Tu sais, je veux dire, comment tu veux, tu sais, même si Charlottetown, je veux dire, ils ont quand même des bons points, mais je veux dire, c'est ça, 3 buts en 4 matchs. Rimouski a gagné 10-0 un match, je veux dire, rendu là, c'est vraiment comme l'expression d'un enfant de primaire, là, trop fafa. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Chicoutimi, Acadie Bathurst, RIP, Feu à Acadie Bathurst, Ouais. qui s'en va maintenant à Newfoundland, donc les régiments, je sais pas si Là, c'est ça le nom en français, là, mais le régiment ouais. de Newfoundland. Qu'est-ce que tu as pensé? Je pense que là, on rentre vraiment dans les séries justement où c'est intéressant. Pas nécessairement à cause de la Mhm. série en tant que telle, où Chicoutimi a réussi à gagner en 5 matchs, mais moi, année après année, puis, ben écoute, pas année après année, mais cette année, c'est la première fois que je suis vraiment. Puis, tu sais, d'un point de vue extérieur, là, tu sais, je suis pas fan de Chicoutimi, mais j'aime le projet qu'il avait bâti, j'aimais les joueurs qu'il Oui. est allé choisir, mais je suis vraiment déçu de le hockey que Chicoutimi joue. Bon, là, vous pouvez me dire, Renaud, qu'est-ce que tu dis? Ils ont gagné leur série en 5 matchs, mais moi, je les regarde jouer, puis je suis tellement peu convaincu. Bon, déjà, Guité qui Je suis jouait comme d'accord. il jouait cette saison, c'est décevant. Moi, j'étais grand fan de Guité. Tu sais, je pense que c'était un peu l'espoir oublié à côté de Desnoyers. Puis, écoute, la saison dernière, c'est vraiment de ça qu'il avait l'air. Il avait l'air de vraiment. Tu sais, il était quasiment au même niveau que Desnoyers, là. Puis Il cette avait année, été c'est la même pas. recrue de l'année, je pense même. Ouais, ouais, il me semble que oui. Mais je suis pas Je certain. vais Mais vérifier ça, là. Ouais, bref, recrue de l'année. c'est ça. De toute la. Ça se peut-tu que ce soit toute la LCH aussi? Non, c'était Offensive Rookie of the Year, puis Ok. Rookie of the Year dans la LHMQ. C'est ça. Mais tu sais, quand même, Offensive Rookie of the Year pour le Canada, Oui. quand même, là, c'est pas rien. Puis Desnoyers a pas gagné. Tu sais, il a quand même battu Desnoyers pour ces prix-là. Fait qu'il y a des listes de repêchage qui l'avaient plus haut que Desnoyers en arrivant dans la saison. Puis, tu sais, pour revenir vraiment recentrer le point sur Chicoutimi, c'est juste que chaque joueur a quelque chose qui me déçoit dans l'équipe, dans le sens, il n'y a personne qui est horrible. Même Guité, tu sais, si on avait enlevé la saison dernière puis qu'il jouait comme il jouait cette saison depuis le début, on serait pas comme, hey, c'est un joueur horrible. C'est juste, c'est pas un joueur horrible, c'est un joueur décevant. Puis c'est une équipe que je trouve qui manque énormément de leadership. Puis à chaque année, on dirait que c'est la même chose. Quand on parlait de Maxime Massé la saison dernière, c'était la même chose. Un très bon joueur, mais pourquoi est-ce que tu le vois juste maximum bottom 6 en LNH? C'est parce qu'il ne prend pas le lead. C'est pas un joueur qui vient créer. Puis on dirait que tous les espoirs de Chicoutimi, pour le moment, c'est ça que ça compte. Ils ont plein de bons joueurs, mais des bons joueurs qui jouent des rôles plus de support. Tu sais, on a la même chose avec Wang en défense. Wang en défense, je l'adore. Il va être haut dans ma liste. Mais c'est pas le doute que tu vois être sur un top 2 LNH qui va te leader toute une défense. Là, tu sais, le défenseur offensif qui set le rythme pour tout le restant de la Ouais. défense ou bien qui alimente l'offense autant que ça. C'est tous des très bons joueurs. Mais il n'y a, pas de leadership. Il n'y a personne qui met son pied à terre sur Chicoutimi et qui dit OK, là, quand il faut qu'on marque un but, c'est moi qui vais aller le marquer. Il y a vraiment un gros trou là-dedans. L'équipe est excellente, mais je pense pas qu'avec ce qu'ils ont en ce moment, ils vont aller gagner une coupe LHMQ puis une coupe mémoriale pour le moment, à mon avis. Oublie ça. Maintenant, je l'ai dit, j'aime les joueurs qu'il y a là-dedans, j'aime leur projet, j'ai aimé leur façon de rebâtir. Je sais pas le problème est où. Je suis pas assez derrière les équipes pour dire c'est le coaching le problème, c'est Yannick Jean. Je sais pas il est où le problème, mais
Puis j'espère qu'ils vont me prouver à tort, mais en ce moment, je vois pas une équipe qui a ce potentiel-là de gagner la Coupe LHMQ ou la Coupe Memorial, même la saison prochaine, tu sais. Regarde, c'est simple. Leurs gros joueurs se sont pas présentés tant que ça. Je veux dire, oui, Maxime Massé il a été là, mais puis je suis pas un fan des plus-moins, mais c'est quand même révélateur quand Maxime Massé, Manuel Vermette et Thomas Desruisseaux, qui est comme un peu leur premier trio, les trois sont -5, -5, -4. Mhm. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, Quand les matchs c'est étaient serrés là, ça a aussi, tu bien sais. été là, parce qu'ils jouaient contre une équipe qui était pas tant dangereuse puis qui pouvait pas tant leur faire de mal quand ils faisaient des erreurs. Puis Raphaël Précourt a joué toute une série, 1,59 buts contre et 9,44 de pourcentage d'arrêt. Mais tu sais, moi, des Émile Guité à 2 points, des Alex Wang à 2 points, c'est vraiment décevant. Je veux dire, j'ai hâte de regarder parce que j'ai regardé les matchs un peu à droite à gauche, mais j'ai pas comme je me suis pas concentré sur les matchs de Wang parce que c'est un gars que j'ai quand même haut dans mon top 10 en ce moment dans la LHMQ et c'est un gars que j'aime beaucoup. Mais tu sais, j'ai hâte de voir ces matchs de série parce que avec cette production-là, ça va pas fonctionner. Il va descendre sur ma liste. Puis Ben, Guité, là, je pense qu'il vient de. Avec ça, il vient de sortir un peu de ma liste. Il l'était là, sur le fringe ah dans ouais? ma liste parce que je voyais encore le potentiel, mais là, c'est comme. Si t'es même pas capable d'être là pendant les gros moments, ça fait mal. Puis, tu sais, là, Cusero, c'est un gars que j'adore et il me le prouve encore que c'est que j'ai raison de l'adorer. Euh, c'est le meneur en offensive, mais c'est un défenseur. Fait que là, il va falloir que Chicoutimi se réveille parce qu'il joue contre Rimouski. Puis Rimouski, comme je l'ai dit, 24 Ouais. buts en 4 matchs. Donc, ils vont faire payer à chaque erreur que Chicoutimi va faire. Guité, j'ai hâte de le voir un peu plus impliqué parce que dans le match que j'ai regardé, aïe, 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 Ouais. il avait vraiment pas le goût d'être là, on dirait. Mais tu vois, tu sais, pour finir là-dessus, là, parce que, écoute, ça aussi, ce Ouais, sujet-là, Wang, Guité, whatever, on va s'en reparler dans, je sais pas, on deux va en semaines, un reparler. mois, quand on va faire notre top 10, là, on va parler en long et profond de tous ces gars-là. Mais Wang, tu sais, à défaut de sa production, j'ai quand même relativement aimé sa série, puis son année au complet, parce que même si le nombre de points est décevant, je pense que c'est un gars qui a vraiment appris la structure défensive. Puis là, écoute, la première série, c'est contre Acadie Batters. Fait à quel point est-ce que son esprit défensif est testé? Et pas autant que contre Rimouski, mais quand même, il faut donner le crédit où le crédit est dû. Dans cette première série, je l'ai quand même trouvé qu'il a gardé ses bases. Puis, tu sais, comme j'ai dit dans l'épisode avec qu'on avait filmé au Vermont avec Briser la glace et Blue Chip, pourquoi est-ce que j'aime Wang? C'est parce que justement, il a comme changé la narrative de c'est comme un flop au niveau de c'était supposé être un défenseur offensif. C'est pas ça que ça va être, mais il présente vraiment un projet intéressant pour un défenseur two-way, quand même très mobile. Puis je pense qu'il a quand même montré ça dans la première série. Fait que je pense que dans tous les joueurs de Chicoutimi, c'est quand même celui que j'ai le plus apprécié en termes de continuité de saison régulière à série. T'sais. Les autres, je pense qu'il fallait qu'ils step up, puis ils l'ont pas fait. Puis Massé, écoute, oui, il a bien fait, mais tu t'attends de quoi à un gars qui s'en Ben va, oui. son année de 19 ans, là, il a pas le choix de bien step up. C'est un gars-là que, quand tu es choix de première, deuxième ronde, potentiellement que l'année prochaine, tu pourrais faire un switch à un niveau plus haut. Bon, Massé, je pense pas, mais c'est les matchs où tu te bats pour cette opportunité-là. Complètement. Prochaine série, une qui a quand même fait beaucoup jaser parce qu'ils sont rendus à 5 prolongations, c'est Bécomo Ouais. contre Cape-Breton, qui a fini en 6 matchs. Donc, Bécomo qui l'a emporté. C'est important de noter que Bécomo n'auront pas la présence de Alexis Bernier, leur premier défenseur, qui lui est blessé jusqu'à la fin de la saison, et que Justin Poirier, le 19 mars, avait été annoncé qu'il allait être blessé ou en tout cas mis à l'écart pour des raisons de santé pour un mois. Donc, le un mois commence à venir, là, c'est à peu près dans une Ouais. semaine. Donc, il devrait manquer le début de la deuxième ronde et être capable de jouer par la suite. Mais eux, ils se ramassent contre Moncton, donc ça ne va pas être facile. Donc, je leur souhaite que Poirier revienne. Mais tu sais, là, ça vient de parler. Là. C'est le meilleur attaquant puis le meilleur défenseur. Puis, Quel Breton n'a pas été capable de passer Ouais. par-dessus. Lucas Beckman a fait une série incroyable. Il est tellement Mhm. solide devant Ouais. son filet. Je veux dire, ce gars-là, je pense qu'il est drafté devant Gabriel Daigle, même si c'est pas le plus grand. Euh, en tout cas, je pense que c'était pas un gros nom quand on était allé le voir au Rousseau Royal. Là. Puis là, tout d'un coup, c'est rendu un des noms les plus Il discutés dans les gaulait, gardiens dans la il LHMQ. gaulait 900 à QM18, là. Tu sais, il ne Ouais, gaulait pas c'était pas 930, là, il incroyable. gaulait 900. Ouais, ouais.
Puis là, il est vraiment très solide. Puis je veux dire, Bécomo, ils ont peut-être perdu un peu de force depuis l'année passée, mais il faut faire attention à eux encore. Là, ils jouent contre Moncton. C'est un très gros affrontement, très, très gros adversaire. Mais en tout cas, j'ai Ouais. pas tant plus à dire là-dessus, dans le sens que, tu sais, c'est sûr que nous, on est des gars de prospect, donc en 2025, il n'y a pas vraiment de gars de Ouais. Cape-Breton ni de Bécomo qui sont trop à regarder. Donc, j'ai regardé un peu tu sais, quand c'était les pauses des autres matchs, là, mais je peux pas trop dire Ben, là-dessus. Mais en tout cas, en manquant le meilleur défenseur et le meilleur attaquant, c'est vraiment ouais. étonnant, là. Ouais, ouais. Puis de l'autre côté, c'est extrêmement décevant pour les Eagles. Je veux dire, à la fin de la journée, tu enlèves Justin Poirier et Alexis Bernier au Dakar. Et puis finalement, tu sais, la prédiction de la série vient de changer complètement. Puis je pense que les Eagles auraient été supposés être capables de battre cette équipe-là. Puis c'est extrêmement. Tu sais, Thomas, encore une fois, on peut pas juste se baser sur les plus-minus. Mais Thomas Lavoie, le défenseur défensif qui finit avec -7. Je veux dire, OK, c'est sûr que tu sais, il y a une grosse utilisation. L'équipe, tu sais, Drakkar, c'est une équipe de contre-attaque, donc leur rôle, but, c'est de prendre, de créer des erreurs chez l'autre équipe pour pouvoir aller utiliser ça pour marquer leur but. Mais, tu sais, encore une fois, on parle de gros joueurs qui n'ont pas show up, puis l'équipe en tant que telle n'a pas show up. Je veux dire, Cam Squares, qui est drafté par New Jersey, je ne sais pas trop quelle ronde, mais 6 matchs, 2 points. Quand tu as eu 75 points en saison régulière, tu étais le leader de l'équipe en points. T'es C'est sûr que complètement tu vas te faire bloqué. éliminer. Là. Mais écoute, réalistiquement, après, pour revenir sur Dakar, je trouve que c'est un exploit incroyable qu'ils ont fait. Le retour de Justin Poirier va faire du bien, mais je m'attends pas à ce qu'il aille plus loin que la deuxième ronde. Le contre Moncton, ça va pas le faire. Surtout, Ah. déjà, avec Bernier et Poirier qui étaient là, bon, peut-être qu'on aurait pu croire à la surprise. C'est une équipe vraiment de système. C'est pas le genre de système qu'on voit souvent. Là. Tu sais, quand on pense de système, on pense à une équipe qui s'installe bien dans la zone offensive, qui reste, qui crée des belles attaques. Le Bécomo, c'est une équipe de système dans le sens qui, justement, force des erreurs de l'autre bord, savent comment marquer sur des contre-attaques. C'est une équipe que, justement, c'est du genre du lightning attack. Là. Je sais pas si ça existe comme terme, blitz attack. Mais ça se fait en 2 secondes, puis il y a un but. Là, tu sais, vraiment, ils prennent dans le momentum, puis ils vont marquer un but. Fait que quand ça match bien, tu sais, avec une équipe contre Moncton, admettons, qui joue plus conservateur, ça aurait pu vraiment bien matcher, mais sans Bernier, puis sans Poirier pour les premiers matchs de la série, je le vois vraiment pas. Là. Mais super belle victoire de premier tour. Là. Contre une équipe des Eagles qui, justement, on aurait pu dire aussi, ah, eux, c'est une équipe aussi plus défensive qui aurait dû avoir les capacités de shut down une équipe comme Bécomo. La prochaine, donc, c'est celle qui est toujours en cours, qui joue Ouais. en ce moment, qui vont commencer la deuxième période très sous peu. C'est 0-0 en ce moment et c'est Halifax qui joue contre Drummondville. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu prévoir que les anciens champions de la LHMQ, donc Drummondville, allaient se rendre en 7 matchs contre Halifax. Puis, quand j'en avais parlé il y a 2 semaines, je disais qu'Halifax était une équipe qui était vraiment plus basée pour l'année prochaine et dans 2 ans. Et là, ben clairement, ils sont bâtis aussi pour cette année parce que, je veux dire, ils ont poussé Halifax, Drummondville à un match 7 et même qu'ils auraient pu les éliminer plus vite. Ben bon, Drummondville, à un moment donné, il faut les respecter. Là. Ils ont cette force-là. Mais Ouais. en tout cas, moi, je suis surpris. Je suis agréablement surpris. Je veux dire, moi, il y a un gars là-dedans que j'adore qui va être dans mon top 10 définitivement. En tout cas, je pense qu'il va être haut, là, quand ben, bas dans le sens, mais Liam Kilfoyle gruge des minutes énormes. Il est Ouais. quasiment toujours sur la glace. Je veux dire, j'essaie de faire du shift by shift avec lui, puis c'est quasiment impossible parce qu'il est comme toujours là. C'est comme, il est en zone défensive, c'est lui qui prend la mise en jeu. Il est en zone offensive, c'est lui qui prend la mise en jeu. Zone neutre, c'est lui. Fait que, en tout cas, il joue énormément. Sean Carrier est un gars aussi qui me surprend beaucoup dans ces séries-là. C'est un gars avec un très bon tir, du poignet et sur réception. Et il y a aussi un petit côté power forward que j'aime, un petit côté hargneux qui est intéressant. Mais en tout cas, Halifax joue vraiment bien, ils surprennent. Steinman is the man. Je veux dire, ce goaler en ce moment, Ouais. c'est lui qui fait que l'équipe est rendue là où est-ce qu'ils sont en ce moment parce que ils ont vraiment. Drummondville a vraiment des chances en or, mais tu regarde, Ethan Gauthier est vraiment en train de consolider sa place comme étant un des meilleurs joueurs juniors cette année et j'ai vraiment hâte de le voir dans la AHL l'année prochaine parce que ce gars-là, je pense qu'il va pas rester trop longtemps avec Syracuse et je pense qu'il va faire partie du retool de Tampa Bay. Il va venir aider énormément ce bottom six. Je veux dire, en ce moment, c'est le meneur, si je me trompe pas, Gauthier en termes de points.
Ouais, je pense Oui, que ben non, c'est pas vrai. C'est Luke Woodward. Woodward, son, Ouais. son coéquipier, là, mais Gauthier a 6 buts en six matchs. Ouais. Il est de tous les combats, puis tu sais, beaucoup des points de Woodward sont à cause du jeu incroyable de Gauthier, mais je veux dire, c'est vraiment un joueur Ben, incroyable, le Gauthier, puis c'est ça, Woodward aussi, il joue vraiment très bien. Fait que regarde, mais tu euh, as c'est mis quand intéressant, même. j'ai hâte de voir c'est quoi qui se passe ce soir. Moi, je pense que tu as quand même mis le doigt aussi sur pourquoi est-ce que Drummondville se sont fait surprendre par Halifax. Là, et Ouais, Drummondville, en gros, c'est Woodward puis Gauthier. ouais. La majorité de leurs points viennent de ça. C'est des matchs, quand ils ont gagné leur match, ça n'a pas été par des énormes écarts. On parle de 4-2, 4-3, 2-1. Mis à part celui de Non. hier, là, qui ont gagné 6-1, je pense. Mais, bref, tout ça parce 7-0. que. Combien? 6-0. C'est 7-0, ça. je pense, hein. C'est ça. Ils ont une belle défense, mais du côté offensif, soit Woodward et Gauthier ont un bon match, soit l'équipe perd, Ouais, pour dire ça ouais. comme ça. Puis, écoute, de Halifax, je pense que c'est juste donner le crédit où le crédit est dû. Encore une fois, Liam Kilfoy qui travaille ultra Ouais. fort. Bon, il y a tous les joueurs autour d'eux, mais je pense que aussi, euh, on voit l'utilité aussi d'un défenseur comme Carlos Sandel. Oui, oui. Carlos Sandel, moi, c'est la grosse critique que j'ai de lui, c'est que je le trouvais plate toute la saison, mais à la fin de la journée, là, il arrive dans une série où justement, ils ont besoin d'avoir une bonne défensive. Puis dans la série, écoute, il est plate, mais il est safe. Il a shutdown quand il fallait pour Halifax contre une équipe qui aurait dû être meilleure que lui. Tu sais, il a tenu sa place contre justement le trio Woodward-Gauthier qui a été super efficace toute l'année. Fait que c'est encore une fois crédit est dû. Chaque joueur dans cette équipe-là savait c'était quoi le rôle. Ils l'ont fait. Écoute, c'est une équipe qui est sur papier est moins bonne que l'autre, fait que c'est normal que ce soit plus eux qui aient à travailler fort, mais pour le moment, tout se passe, je pense, comme ils l'espèrent. Là. Ben, c'est ça, moi, regarde, j'avais dit Halifax, j'avais highlight Kilfoyle, Carrier, Kennedy, Handel. Puis je veux dire, en ce moment, Quinn Kennedy, qui n'a pas eu une saison incroyable, est le meneur en points. Ils ont même le défenseur américain Brady Schultz qui joue bien. Ouais, Puis c'est ça, Kilfoyle, 4 points en 6 matchs, 2 buts, 2 passes. Sean Carrier, 4 points, un but, 3 passes. Puis Handel, 3 passes. mais Tu sais, Kilfoyle, c'est un jeu d'équipe. s'il faisait 6 pieds 3, il serait dans la Ah, conversation pour être, tu sais. il serait avec les Bilzonon, tu sais, on Ouais, ouais. parlerait de lui avec Bilzonon, alors que, mettons, justement, l'autre fois, même, je parlais avec Jérôme, et là, j'oublie son Bérubé, je pense, de NHL Prospect, en tout cas, je sais pas exactement c'est quoi son affiliation, la Mhm. compagnie pour laquelle il travaille, mais, tu sais, je lui ai demandé c'est quoi qu'il pensait de Kilfoyle, puis c'est comme, ah, nous, on l'a pas rank. C'est un gars, tu sais, je pense qu'il va sortir cinquième ronde, de la cinquième à septième ronde. Puis je suis comme, OK, c'est vraiment étonnant parce que moi, quelquefois, je le regarde, puis je vois exactement le joueur que tu repêches en quatrième ronde à partir de cette ronde-là, à peu près, Um, qui est un joueur d'énergie. Il a pas les meilleures mains, il a pas le meilleur patin, il a pas le meilleur passe, mais il travaille, puis il veut, puis il est toujours là. Puis, Mais en en tout cas, même temps, dude, je sais pas, on était supposé en parler après, mais je trouve que ça fait trop une belle parallèle pour pas le mentionner ici, là, mais je ouais, trouve que ça me fait vraiment énormément penser à Justin Robida à son année de ouais, repêchage, où c'est ouais, un ouais. gars où justement, tu l'as dit tantôt, tu as une mise au jeu en zone défensive, tu es confortable de le mettre, tu as une mise au jeu en power play, tu es confortable de le mettre, tu peux jouer dans toutes les situations. Bon, Justin Robida avait peut-être un plafond offensif un peu plus haut dans le junior. Là, on verra c'est quoi les saisons d'après de Kilfoyle, mais bon, Mhm. Justin Robida n'a jamais eu de problème à produire. Mais tu sais, c'est ça, c'est le joueur que tu prends, que personne ne veut prendre trop haut parce qu'on s'entend que le ceiling, c'est pas un premier centre, mais qu'après ça, justement, on est comme, hey, comment ça se fait que ce gars-là, choisi en cinquième ronde, joue dans la NH? Ben, c'est que depuis qu'il est jeune, il fait tout bien, puis, tu sais, tout Tout. bien, c'est pas juste, Ouais. ah, offensivement, il a besoin d'être beau, puis il est bon. Non, vraiment, tout bien, il n'y a pas de grosses lacunes, il travaille fort, il est capable d'amener de l'offense, d'amener de la défensive, je veux dire, à part sa taille, critique-le, c'est difficile. Même là, il est 5 pieds 11, tu sais. C'est juste qu'il va prendre un peu plus Mais il a l'air petit. Il y a des joueurs de même, Ouais, ils ont l'air petits. Il a l'air quand même petit parce qu'il patine vraiment avec le ouais. corps baissé. Mais donc, c'est ça. Ça va être intéressant. Là, une autre que moi, je vais vraiment passer très rapidement, le Merouin. C'était comme imaginé. Mm. Bravo à Gatineau d'avoir gagné un match. Puis je me rappelle quand j'avais envoyé mes prédictions à Nicolas sur la bande. Il m'avait dit aïe aïe, tu Merouin, Gatineau, c'est comme notre, je sais plus comment il appelait ça, là, notre démon, là, un peu. Puis j'étais comme, ouais, mais inquiétez-vous pas, là. Je veux dire, Rouen, c'est une machine de hockey. Puis Gatineau, c'est fascinant qu'il fasse les séries 40 ans de Ouais. suite, mais on s'entend qu'on est loin du talent que Rouen a. Donc moi, j'ai rien à rajouter. Je veux dire, regarde.
Non plus. Sans commentaire. Bravo, Rouen. Sans commentaire. Bravo, Rouen. Et on ne sait pas encore c'est contre qui que Rouen va jouer. Là, ça m'étonne un peu parce que j'imagine qu'ils attendent le match entre Halifax et Mhm. Drummondville pour déterminer c'est qui prend le premier seed. Et en tout cas, ça doit être des calculs de même. Par la suite, donc Shawinigan contre Val d'Or. Et je veux revenir un peu sur mes notes parce que moi, j'avais dit que si Val d'Or voulait gagner, il fallait que Veilleux, Brisson, Reinhardt se réveillent, puis il fallait que ce soit eux qui mènent l'équipe jusqu'au bout. Et ils ont été bons, mais ils n'ont pas été assez bons. Reinhardt, 7 points en 5 matchs. Veilleux, 6 points en 5 matchs. Brisson, 3 points en 5 matchs. Donc, ce n'est pas assez. C'est pas ça que moi je disais. Moi, je pensais que. Ben, en fait, pas je pensais, mais moi, je me disais Veilleux, Reinhardt, Brisson doivent avoir au moins 2 points par match pour être capable de battre l'équipe au total de Shawinigan. Et ben c'est ça qui est arrivé. Et aussi, ces trois joueurs-là sont tous dans le négatif. Ils sont tous Ouais. à. Tu sais, ton premier trio est dans le négatif. Ils sont tous à -2, -1, -3 à peu près. Fait que tu peux pas, tu peux pas gagner de même. Gridin a été incroyable Ouais. et Fernandez aussi. Donc, c'est ça. Shawi avait juste la meilleure équipe overall. Gridin, c'est vraiment tout un ajout, là, je veux dire. Tu sais, Ouais. cette équipe-là, sans Gridin, c'est rien, là, dans un sens, là, je veux dire. 10 Puis, points en 5 matchs là, pour Gridin. puis aussi, je voulais donner un shout-out à un autre ancien invité, là, mais tu sais, Jordan Tourigny, je sais que maintenant il est Ouais, rendu, tu sais, je pense, capitaine de Shawinigan, mais tu sais, dans le temps, il ouais. avait été, je sais qu'il avait été, ben, je sais, c'est normal là, qu'il avait été assez déçu de ne pas être repêché, mais tu sais, quand même, au fur et à mesure du temps, je veux dire, à son année de repêchage, c'était pas surprenant qu'il soit pas repêché. On lui aurait souhaité, il y avait un beau potentiel, mais tu sais, défensivement, le jeu était juste pas là pour le moment. Puis avec le temps, justement, tu mets pas un joueur offensif qui s'en fout de la défense comme capitaine. Il y a une raison pourquoi est-ce que maintenant c'est rendu un leader dans cette équipe-là, c'est que justement, il y a une grosse amélioration qui s'est faite à ce niveau-là. Puis dans les séries, cette année, je pense que ça a été quand même une pièce clé. Mais dans les séries, toute l'année pour Shawinigan. Puis là, en ce moment, c'est juste que les pièces de Shawinigan sont plus ont plus été présentes, puis en même temps, c'est normal. Veilleux puis Gridin, c'est un an de Ouais. différence. C'est pas nécessairement le même calibre de prospect. Mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, les top joueurs. C'est deux équipes qui allaient dépendre de leurs top joueurs. Puis les top joueurs de Shawinigan ont été vraiment meilleurs que les top joueurs de Val d'Or. Fait que ça donne une série 4-1. Puis je dois admettre que j'ai dans mes prédictions à la GMQ, j'avais mis Val d'Or en 7 matchs, mais c'était un tout petit peu pour essayer de faire plaisir à Seb et Zach. Je leur aurais souhaité, là, ça fait longtemps qu'à Val d'Or, il se passe pas énormément grand-chose là, depuis l'année de Robida et tout, fait que ça aurait été le fun pour eux, mais écoute, Shawinigan, c'est une très bonne équipe qui est facile à sous-estimer. Je pense que j'avais mis Shawi en 6 mois. Fait que j'étais pas trop loin. Mhm. Je n'étais pas trop loin, mais bon, c'est bon. Le prochain, ben, c'est Sherbrooke-Blainville. Ça, c'est décevant parce qu'on n'a pas pu se rendre à Blainville, malheureusement. Puis moi, je pensais vraiment que Blainville allait avoir le dessus grâce à des Matteo Nobert, Xavier Villeneuve et Justin Carbonneau. Et ben, regarde, Sherbrooke a complètement bloqué Carbonneau. Toi, t'as quand même t'as des choses à dire, fait que je vais te le laisser là-dessus. Mais tu sais, juste pour parler de Sherbrooke un peu, moi j'avais parlé de un seul joueur en particulier. Là, j'avais parlé d'autres gars, j'avais parlé de Louis-Alex Tremblay Primo, mais j'avais dit, rappelez-vous de Feldbergs, Linards Feldbergs au championnat mondial avec Mhm. la Lettonie qui avait été complètement phénoménal et j'avais dit que c'était un gardien des grands événements. Et bien là, il l'a encore prouvé. 4 victoires, une défaite, 9,33 de pourcentage d'arrêt, 2,20 de buts contre en moyenne. Il a vraiment été très solide dans le match. J'ai regardé beaucoup cette série-là là, parce que je voulais justement regarder Louis-Alex Tremblay, qui est un gars que j'aime beaucoup, qui malheureusement est un peu trop petit pour se faire repêcher dans la Ligue nationale pour son style de jeu et son poste. Mais vraiment un très bon joueur junior. Et c'est ça, Feldberg, c'était juste, il arrêtait tout. Puis Carbonneau a été complètement contré. Carbonneau ne pouvait rien faire. Je te laisse en parler. Ouais, écoute, déjà, j'aimerais ça donner ces fleurs aux gardiens, coudonc, au coach des gardiens de but de Sherbrooke, Olivier Gervais. Je pense que ça fait genre le quatrième shout-out à un ancien invité que je fais pendant cet épisode-ci, fait que vous allez Ouais, avoir une ouais, on couple comprend d'épisodes c'est à quoi que tu écouter veux, après. là. Mais quand même, la saison dernière, quand j'avais reçu Olivier Gervais,
ce qui avait fait la différence, qui avait réussi à ce que Sherbrooke avait poussé Drummondville, qui avait fini par gagner à, je pense, 6 matchs, quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait vraiment un upset en première ronde, puis après ça, il avait réussi à pousser l'équipe. Il s'était fait éliminer en deuxième ronde, mais il avait réussi à faire travailler en maudit l'autre équipe. Puis ce qui avait fait vraiment la grosse différence là-dedans, c'était les gardiens de but. Puis cette année, on arrive, beaucoup de personnes qui avaient mis Blainville avant Sherbrooke, puis finalement, ça se finit, c'est ça, en 5 matchs. Pourquoi? Ben, c'est sûr que les joueurs de Sherbrooke étaient bien organisés, ils ont fait leur job, mais Sherbrooke, c'est vraiment l'équipe qui est bâtie sur une bonne base de gardien de but. Puis, euh, encore une fois, cette année, c'est le cœur de cette équipe-là, c'est vraiment la position de gardien de but, c'est le cœur de n'importe quelle équipe, mais Sherbrooke, ils font un peu penser aux Canadiens quand Carey Price était là, l'équipe peut être correcte tant que tout le monde connaît son rôle, mais c'est vraiment bâti sur des gardiens de but qui sont pas juste bons, là, qui sont vraiment excellents. Fait que c'est pour ça que je voulais quand même donner, pour la deuxième année d'affilée, la partie clé de cette équipe-là, c'est les gardiens de but. Fait que bravo à l'équipe de coach et bravo à ces gardiens-là. Maintenant, euh, je pense que, Sherbrooke, comme on dit, c'est une équipe qui était bien coachée, qui savait ce qu'il y avait à faire, qui travaillait fort, bonne base de gardien de but. Fait que c'est ça qui a fait qu'ils ont gagné en 5 matchs. Mais je pense que l'histoire de cette série-là, c'est vraiment les échecs euh, de Blainville. Blainville, ça a été une équipe qui était vraiment excitante toute la saison régulière. On s'entendait à des grandes choses. Puis là, malheureusement, je pense que Justin Carbonneau, quand il est arrivé en série, a montré, a joué avec le style exactement toutes les critiques qu'on lui a données au courant de la saison qu'on dit oui, justement, tu sais, c'est un grand de 6 pieds 3 qui a un excellent vitesse, des excellents bonnes mains, mais il y a tel drapeau rouge qui font en sorte qu'on ne peut pas le mettre nécessairement dans un top 10, top 15 pour le repêchage LNH. Puis en série éliminatoire, on a un joueur de, je pense, c'est 6 pieds 2 qui pèse autant que ça, avec des autant bonnes mains que ça, avec cette rapidité-là, ne devrait pas être autant facile à contrer. Tu sais, s'il avait mis 3 buts en 5 matchs dans ses premières séries LNH, t'aurais dit, OK, c'est quand même solide. Mais en série à la GMQ, un joueur de cette carrière-là, avec cette domination-là en saison régulière, ce n'est pas normal. Puis, écoute, c'est vraiment juste, je pense que c'est juste pour le moment, c'est le joueur, c'est le type de joueur pour qui est facile à contrer pour les autres joueurs des autres équipes. Quand tu t'organises bien autour de Justin Carbonneau, tu le fais paniquer, tu lui mets un petit peu plus de pression. Pour le moment, cette stratégie-là marche contre lui. Puis ça, c'est vraiment un gros drapeau rouge qui va faire reculer beaucoup de personnes sur Justin pour le repêchage cette saison. Pas pour rien lui enlever, il est resté à avoir une excellente saison. Puis, ça reste un prototype de joueur excellent, avec énormément de potentiel. C'est juste que les drapeaux rouges, quand, mettons, on parle de Caleb Desnoyers, les drapeaux rouges, il y en a, mais ils sont pas énormes. Fait que tu prends pas un énorme risque en allant prendre, admettons, 7, 8 dans ces eaux-là. Alors que Justin Carbonneau, les drapeaux rouges sont quand même très gros. Puis écoute, s'il les règle pas, ça pourrait le freiner vraiment pendant un long moment. Puis peut-être l'empêcher d'avoir une autant belle carrière que ce que ses mains ou sa vitesse pourraient lui permettre. Puis écoute, je vais quand même mettre l'accent sur le. Parce que tu sais, même les autres joueurs de Blainville, il n'y a personne qui a joué horriblement un peu là, à la Chicoutimi. Là. C'est Villeneuve aussi, il a été productif offensif, mais défensivement, c'était pas là. Mais écoute, c'est pas tout de sa faute. Là. Le Blainville au complet s'est un peu écroulé en série. Mais je voulais quand même trouver un point de lumière dans cette noirceur-là de Blainville qui m'accompagnait dans les ténèbres, justement, il y a 2 semaines. Mais Matthéo Nobert, man, il a mieux joué que Justin Carbonneau pendant ces matchs-là. Il a amené son côté physique, il a amené son côté défensif en réussissant à mettre, c'est quoi, 2 buts, 3 passes pendant cette série-là. 5 points, alors que Carbonneau était juste à 3 buts pour comparer. Man, je pense que justement, Justin Carbonneau, si on regarde la série, il vient de descendre un petit peu dans la liste de plusieurs personnes. Matthéo Nobert, à la fin de la journée, j'ai rien de nouveau à dire. Là. On n'a pas découvert rien de Matthéo Nobert, mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il n'y avait pas besoin, il ne dépendait pas nécessairement de ce que Justin Carbonneau joue bien pour lui faire sa part des choses et bien jouer. Fait que, tout le crédit à Matthéo Nobert, ça a été vraiment l'étoile brillante de Blainville pendant cette série-là. Il a continué à faire ce qu'il faisait bien, puis il a montré que même si les autres joueurs dans son équipe ne faisaient pas nécessairement ce qu'il avait à faire, ou bien n'étaient pas autant efficaces que ce qu'il avait à être, mais lui, l'efficacité elle reste là, puis les choses qu'ils font bien, il continue à les faire bien. Fait c'est vraiment le point positif pour Blainville. En tout cas, pas pour Blainville, non, ils sont éliminés en première ronde, mais pour Matthéo Nobert, c'est ça le gros point positif. Bravo à Matthéo Nobert, ça a été vraiment une série incroyable à voir. Puis ce joueur-là, c'est vraiment un couteau suisse. Puis je pense qu'on va le voir plus haut que ce que beaucoup de personnes pensent, parce que
là, on l'a vu justement. Si, je sais pas comment dire ça, il faut pas oublier que c'est un centre. À la fin de la journée, c'est ça. Le point peut se résumer à ça. Les centres, c'est précieux. Tu veux des centres fiables, puis Matteo Nobert, c'est la définition d'un centre fiable. Puis, tu sais, Blainville, c'est pas fini, là. L'année prochaine, Ouais. c'est sûrement leur pic, là, avec Carbonneau, Nobert et Villeneuve, qui vont être comme peut-être les trois, en tout cas, améliorés. Donc, j'ai bien hâte de retourner au Puis centre Carbonneau va avoir sportif. faim, là. Que- Centre sportif Rousseau. Je sais pas. Rousseau, ouais, ouais, c'est quelque chose comme ça. Il va-tu avoir 20? Qui, Il n'y a pardon? pas 19 tout de suite. Il n'y a pas 19 tout de suite. Qui est Carbonneau? Non, non, Ouais. non, non, j'ai dit il va avoir faim. Dans le sens, Ah, fin, ok, non, ouais, ok, ça va ok, être ok, un gars qui ouais, va c'est ça, être parce que c'est un choisi. late. C'est un late. Il va avoir 19 ans l'année prochaine, mais Ouais, c'est ça, mais tu sais, après des c'est ça, séries comme c'est ça, sa dernière saison, là. C'est moi pas je mal m'attends vraiment sa à un dernière jump de saison. production de Ouais, ouais, Carbonneau ouais, l'année ouais. Comme cette prochaine, là. année, comme cette année. Moi, Ouais, je c'est pense ça. qu'il atteint les 100 points. Puis, tu Ouais. sais, faut pas oublier ils ont quand même échangé Jonathan Fauchon au début de la saison, le Blainville. Ça serait Au quoi cette milieu, ouais. équipe-là avec Jonathan Fauchon, tu sais? Fait que, en tout cas, intéressant. Voici notre résumé des séries. Puis là, bon, ben, pour l'instant, on n'a pas à part Moncton contre Bécomo, puis Rimouski contre Chicoutimi, on n'a pas le restant. Mais si je comprends bien, si Drummondville gagne, ils vont jouer contre Sherbrooke. Et si Halifax gagne, ils vont jouer contre Rouyn-Noranda. Donc, ça ferait Shawi, Sherbrooke, Rouen, Halifax ou Drummond, Sherbrooke, Rouen, Shawi. Donc, Ouais, en tout ça cas, va être intéressant. Parce ça que va être intéressant à voir. Rimouski, Rimouski et Wildcat à la fin de la journée. Écoute, peut-être qu'il y a une équipe qui va vraiment challenger les autres, là, tu sais, dans le sens Chicoutimi pourrait vraiment pousser Rimouski loin. Mais je pense que Rimouski va quand même finir avec la victoire. Puis Moncton, Bécomo. Bécomo pourrait surprendre encore une fois, mais je pense que ces deux séries-là vont être un petit peu plus one-sided que de l'autre bord. Puis bon, la deuxième ronde commence le 11 avril, donc ce vendredi, Bécomo et Moncton et Chicoutimi-Rimouski. Peut-être que ça va commencer jeudi, mais ça m'étonnerait, là. D'habitude, le junior, c'est le vendredi. Ouais. Mais bon, ça, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Et donc, changeons de sujet. On a parlé un peu de Justin Robida tantôt. On va parler juste rapidement, là, pour finir l'épisode, un peu des joueurs qui ont commencé leur carrière LNH. Donc, premièrement, il y a Justin Robida qui a marqué même son premier but. Malheureusement, je n'ai pas regardé, mais de ce que j'ai entendu, de quand même de gens proches de lui, dont un de ses meilleurs amis qui était présent à la game, qui justement disait que Justin a joué beaucoup, a joué avec Kotkaniemi, même si je ne me trompe pas, et qu'il a été capable de tirer son épingle du jeu. Il a été renvoyé ensuite dans la AHL au Loup de Chicago, mais donc c'est ça. Moi, pour Robida, j'ai pas grand-chose à dire. C'était un de tes espoirs préférés, Renaud, donc Ben, préféré, ouais. j'espère que tu es content. Ouais, c'est ça. Dans le sens, je sais pas. Préféré, je sais pas. Il y a personne qui dit, tu Ah, ben sais. dans le sens que, tu sais, Ouais. pas dans le sens que tu le mettais numéro un, là, mais Mais il est sorti trop bas. Je pense que c'est ça l'année où oui. il y avait Robida, tu sais, on se textait, je pense que c'est la première année où on checkait autant ça précisément. Robida, il me semble que c'est 2021. Mais tu sais, Ouais. c'était comme rendu dans la quatrième ronde. J'étais comme, OK, peut-être que c'est pas l'espoir que je verrai avec le Canadien, mais il est trop bon pour être là. Le Canadien avait un choix en quatrième ronde, je pense deux en cinquième ronde. Le choix de quatrième ronde, ils le prennent pas. Je suis comme, OK. Il est encore là en cinquième ronde. Je suis comme, OK. Là, ça serait le fun. Tu sais, c'est vraiment Ouais. un bon espoir rendu là. Puis que quand les deux choix de cinquième ronde ont passé, puis là, il a été trippé par la Caroline en cinquième. J'avais texté juste, j'étais comme, mais maudite marde. Puis je Ouais. pense que dans ces deux premiers matchs en LNH, bon, 2 points en 2 matchs, fait qu'on s'attend à la saison prochaine à une saison rookie de 90 points de Justin 82 Robita, points. puis Ouais. qui gagne le Calder, puis qui mène Caroline à la coupe, là. Ni plus ni Complètement moins. d'accord. Mais non, ça veut dire, je pense que dans ces deux premiers matchs, quand même, j'ai regardé un des deux, pas les deux, j'ai regardé son premier où il a joué 8 minutes, fait que ça a été quand même rapide à regarder. Mais tu sais, c'est tous les points que t'aimes dans un joueur comme ça. Pas de grosses lacunes, capable d'amener la puck au filet. Puis c'est comme ça qu'il a eu son premier point. Là, c'est niaiseux, c'était pas un beau jeu, c'était juste cette capacité-là à créer un tout petit peu d'espace, faire un bon tir ferme qui amène la puck au filet, puis après ça, un bon chanceux qui a donné, que je pense que c'est Robinson qui a marqué le but. Mais tu sais, Robida, c'est juste les fondamentales. Pas seulement bien fait, mais vraiment très bien fait et extrêmement travaillé. C'est le type de joueur que tu veux. Puis encore une fois, la seule critique que tu aurais sur lui, c'est sa taille. Fait qu'on verra. Mais moi, je pense que au niveau de skills puis versatilité, il est là pour le faire de la ligue. Puis
pour faire la ligue. Puis écoute, c'est vraiment juste le joueur idéal à aller chercher en cinquième ronde. C'est sûr que moi, je le voyais plus dans la troisième ronde, mais s'il avait été cherché, s'il avait été pris à Montréal en troisième ronde, bon, mais là, on aurait des attentes différentes envers de lui. Je pense que à la fin de la journée, il a été pris un petit peu plus bas que ce que je voyais, mais reste qu'à la fin de la journée, c'est idéal comme endroit où sortir pour pour ce genre de joueur-là, parce que c'est pas le joueur excitant qui va révolutionner le hockey de la Caroline, là, mais il va faire des choses un peu à la pas au même calibre. Là. Sachin a des attentes un peu plus hautes, mais un peu justement à la Sachin. Juste quelqu'un qui. Un peu Je comme. pense que ça serait déjà bien. Ouais, c'est ça. Ça serait déjà vraiment bien. Surtout que Sachin est sorti, je pense, deuxième ronde. Mais Ouais. un peu, tu sais, si on veut prendre l'exemple d'un joueur du Canadien, un peu comme si Simoneau était un petit peu plus skillful, tu sais. Dans le sens, Simoneau, c'est le genre de joueur que tu veux, qui peut jouer, amener de l'offense, amener de la défense, mais il manque le skills pour dire, OK, on va l'essayer à Montréal. Malgré sa petite taille, ça peut être un bon centre de Ouais. quatrième trio. Il n'y a pas ce petit edge-là de plus, puis Justin Robida, il l'a. Fait que, tu sais, ça serait la meilleure, comment tu dis, pas métaphore, mais comparaison que je peux faire sans que ce soit les deux mêmes joueurs. Bref. On va continuer avec un gars qui a peut-être un peu un plafond plus élevé. Ryan Leonard, Mhm. on l'avait vu jouer à BC, puis c'était vraiment le gars que sur la glace, surtout en personne, là, on était comme waouh, ce gars-là est incroyable. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'il joigne les Capitals dès cette saison, puis qu'il allait les aider dans les playoffs. On s'attendait peut-être pas à un rôle incroyable, puis Ouais. à justement changer complètement l'ADN de cette équipe-là, mais tu sais, des matchs que j'ai vus de lui. euh, il a gardé son côté féroce, il a gardé sa grande gueule, comme on dit en québécois, tu sais, dans le Ouais. sens de sa glace, il est pas intimidé, il parle, il jase, il frappe, il est présent. Ça paraît, par exemple, il y a moins de temps. Puis ça, je pense que c'est c'est justement un des points pourquoi les gens ne voyaient pas Leonard peut-être aussi haut que d'autres. C'est que c'est pas le gars avec le meilleur IQ, c'est pas le gars avec les meilleures mains. Donc, ça fait que justement, cette seconde-là de moins qu'il a, fait que ses jeux sont très réduits et sa possibilité est très réduite. Il va falloir je pense, puis il a le meilleur exemple dans son équipe, mais il va falloir qu'il se moule à Tom Wilson. Il va falloir qu'il améliore son Mhm. patin pour être capable d'être un joueur beaucoup plus impressionnant et dominant pour contre l'autre équipe, là. Mais tu sais, un but, c'est peut-être le pire moment de marquer son premier but dans la Ligue nationale. Je veux dire, c'était le match où est-ce que Ovechkin égalisait le score. Ouais. Donc, quand il a marqué, c'était comme OK, bravo Ryan, on s'en fout, on va même pas prendre une photo avec ta POC. Mais ils l'ont pris, là, mais tu sais, dans le sens On que l'a pas vu. c'était un but désert. Je veux dire, c'était un match Mais on se tu sais, il y a quand même eu il la va pouvoir dire félicitation qu'il a de marqué. Gretzky après. Ouais, c'est ça. Il y a eu Ça, la grosse célébration, là, juste pour ouais. lui. Maintenant, est-ce que le poignet Euh, de main Cathy, c'est positif ou négatif? Ça dépend de votre positionnement politique là, de nos jours. il était quand même dans une loge avec Cash Patel, là, fait qu'on s'entend que hein, c'est un big boy FBI Gretzky. C'est Faites ça. attention tout le monde. The Great One. Non, Mais euh, Perrault, pas Perrault, excuse, Leonard, Perrault, ouais. je sais pas, ça me fait vraiment penser à, tu sais, des fois on oublie de regarder vraiment le début là, de où est-ce que les joueurs viennent, mais l'autre jour je regardais les débuts de Brad Marchand en LNH. Puis lui aussi, Brad Marchand, c'est un choix de troisième ronde qui a produit correctement en junior. Puis que quand il est arrivé en LNH, il a passé 2 saisons en AHL. Ça n'a jamais été le gars qui mettait 91 points. Je pense que le Leonard, c'est un peu ce même type de joueur-là que s'il arrive à mettre des 40, 40 c'est un peu bas, là, mais tu sais, des 50, entre 50 et 60 points pour Washington en étant ultra chiant, bon, ben, son choix va être justifié, puis Washington va être très Ouais, ouais, content ouais. avec ça. Mais tu sais, il ne faut pas s'attendre, c'est ça, à un 90 points. Là. Ouais, pas un match. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on va penser à son coéquipier, Jacob. Gabe Perreault, Ouais, qui lui Jacob, on n'en aussi a parle fait ses plus. débuts dans la LNH. Puis Perrault, tu sais, je pense que c'est l'inverse. C'est que Perrault, lui, s'il fait pas les points, sa sélection va être moins justifiée. Ouais. Puis oui, Perrault il était quand même repêché loin, là, 23e, mais c'est un gars qui avait pas nécessairement le patin, qui l'a amélioré, mais il n'a pas encore un patin incroyable. Lui, c'est les mains, c'est la vision de jeu. Puis ce gars-là, il va devoir produire dans la Ligue nationale. En ce Ouais. moment, 3 matchs, aucun point. Ensuite, à peu près 13 minutes 30 de temps sur la glace. Du match que j'ai regardé,
tu sais, en ce moment, c'est difficile, je pense, de l'évaluer d'une bonne manière parce que son équipe a l'air juste complètement dessoufflée, là, complètement. Ils ont plus rien, ils ont plus rien dans le tank. Puis sûrement qu'ils rentrent dans un environnement qui est un peu étrange, je pense, parce que clairement, il y a des problèmes avec jusqu'au GM, là. Donc, c'est ça, regarde. Saison de 48 points en 37 matchs, il rentre avec une équipe qui est supposée de se battre pour une place en série puis qui complètement flop, qui rate. Donc, c'est pas idéal. Mais du match que j'ai vu, euh, il, il- il y a déjà l'IQ d'un joueur de la Ligue Ouais. nationale, puis même que je trouve que il y avait des moments où est-ce que tu te disais, coudon, c'est lui qui est à ses premières minutes dans la Ligue nationale ou c'est le gars avec qui il joue? Puis tu sais, il y a un moment donné, je l'ai vu, il jouait avec, je pense que c'est Trocheck puis Lafrenière, puis c'était comme il faisait des passes, puis il faisait des jeux, puis il se mettait dans des places, puis tu te disais, mais maudit les gars, essayez, trouvez-le, Ouais, ouais. envoyez-lui à Puck, il est tout seul dans l'enclave où il joue derrière le filet, puis il se retourne, puis il l'envoie, puis le joueur, il est complètement perdu, puis il rate la passe, ou il s'attend pas à la passe, puis t'es comme, OK, lui, il a vraiment un IQ qui nécessite de jouer avec des gars qui sont capables de le suivre, puis tu sais, des Lafrenière, Trocheck, c'est quand même pas des pieds de céleri, puis là, en tout cas, ça marche pas. Fait que, regarde, Mais ça aurait peut-être pu être une bonne nouvelle pour New York, puis ça l'est pas. Perrault, je pense que c'est le type de joueur que, en ce moment, là, un peu ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. Là, tu sais, dans le sens, dans 5 ans, ça va pas être un joueur complètement différent. Je pense que ça va être ça, ça serait ça un peu la grosse reproche qu'on pourrait tu sais, lui faire. Là, tu sais, il est bon, il a une bonne vision de jeu, mais je pense pas que justement ça va s'améliorer énormément. Là. Non, exactement. Le prochain que je veux parler, ben, c'est Matthew Wood. On l'a vu, il a joué son premier match contre le Canadien. C'est ça, un très gros winger qui a un bon shot. C'est un gars qui avait plusieurs points d'interrogation. Il avait eu son année de draft dans la NCAA avec UConn. C'était peut-être un gars qu'il fallait faire plusieurs études derrière, un peu pour savoir tu sais, si c'était un joueur que tu voulais dans ton équipe. Je pense Mhm. qu'il y avait plusieurs points d'interrogation. Ce gars-là, même si je me rappelle bien, il avait été pris pour le championnat junior canadien en 2024 et il n'avait pas été repris cette Ouais. année, en 2025. Alors, c'est quand même encore une fois à se dire, OK, il y a quelque chose avec ce gars-là, mais bon, il a joué un match, il a joué 13 minutes. Pied 4, je veux dire, repêché 15e en 2023, fait qu'il y a quand même des attentes. Il a été repêché devant Gabe Perreault. Toi, je sais que tu avais des commentaires plus précis sur Wood. Moi, je l'avais moins regardé, mais c'était quand même un nom qu'on entendait depuis longtemps, là. Ouais, ben Matthew Wood, moi, je l'aimais vraiment beaucoup à son repêchage, là, mais c'était vraiment basé sur des visionnements, dans le sens que ça prenait pas nécessairement en compte tous les problèmes peut-être bien là, ce qu'on a Ouais, eu, mais l'année dernière, il m'avait vraiment, écoute, c'était difficile d'être fan de ce joueur-là puis de pas être déçu, là, tu sais, dans le sens de son ouais, année de avant repêchage, son 34 points en 39 matchs, je ouais. pense, à Connecticut, 35. à son année de draft, c'était vraiment, tu sais, de la surperformance. Puis à son année d'après-repêchage, là, Draft Plus One, il est vraiment tombé sur terre, 28 points, son invitation au junior mondial, je veux dire, c'est cool qu'il était là, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un impact? Écoute, à chaque match que moi j'avais vu, je le trouvais décevant, là, dans le sens, il remplissait un rôle de bottom six un peu défensif qui amène pas vraiment d'offense, alors que son potentiel était vraiment plus que ça. Puis là, cette année, il a transféré à Minnesota. Puis à la fin de la journée, je pense que ton draft plus one, c'est quand même une bonne année à scraper. À la fin de la journée, là, je pense que ça te donne quand Ouais, même une ouais. vraiment bonne leçon. Je pense que pour les fans de l'équipe, ça fait un peu peur, mais je pense que c'est une bonne année justement pour te faire un peu remettre à ta place, puis réaliser qu'il faut que tu continues à travailler fort. Pas spéculation, là, je ne sais pas c'était quoi le problème de Matthew Wood l'année dernière, mais je sais que cette année, il est arrivé dans une nouvelle université puis qu'il avait encore plus envie d'être là. Puis ça a vraiment paru sur la glace. Fait qu'écoute, Matthew Woods qui était le fun à son année de repêchage, puis ça pourquoi je pense qu'on avait fait le mock draft. Moi, je l'avais même j'avais prôné pour qu'on le je pense finalement on l'avait mis devant Quentin Musty. C'était l'aspect vraiment two-way de son jeu, qu'il était vraiment complet sur la glace, mélangé avec sa taille. Ça faisait vraiment un joueur un peu de middle six à la nage dangereux. Puis écoute, si la courbe continue comme cette saison, je pense que c'est vraiment ça qu'on va voir. Maintenant, écoute,
un match avec Nashville. Puis Nashville, cette année, c'est Nashville là, contre Montréal. Ils ont bien joué contre Montréal, mais ça reste que c'est un peu le même truc que Perrault à New York. Là. C'est une équipe peu inspirée qui a abandonné depuis la moitié de la saison puis qui a plein de problèmes derrière, behind closed door, là, comme on dit, là, derrière le rideau. Fait que je m'attends pas à une fin de saison foudroyante de Matthew Wood. Là. On sait que, encore une fois, c'est un gars qui arrive avec une mentalité de playoff, mais dans une équipe où c'est le seul gars qui a cette mentalité-là. Fait que c'est ça Ouais, qui est quand c'est même ça. rigolo. Là. Ouais, Mais, ouais. je sais pas, je trouve que pas nécessairement commenté sur son match à Nashville, mais cette saison, il s'est vraiment bien rattrapé. Puis il a vraiment rattrapé ce potentiel-là parce que lui, c'était proche d'être un. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui. Il y a tout le temps des gens qui font ça chaque année, là, qui label le boss beaucoup trop tôt. Mais l'année dernière, c'est vraiment de ça qui avait l'air là, d'un futur boss. Puis il a vraiment réussi à se rattraper dans un nouvel univers cette saison. Puis de rappeler exactement pourquoi est-ce que tu veux un Matthew Wood dans ton middle six. Là. Pas juste sur ton quatrième trio, dans vraiment ton middle six. Un bon mix d'attaque et de défense. C'est intéressant de voir comment il poursuit. Puis, je veux juste finir avec un gars on aurait pu tasser, on aurait pu ne pas mettre dans cette conversation-là, comme on l'a pas vu les deux. Puis, il est dans une équipe qui, encore une fois, a abandonné depuis octobre. Mais Noah Ostlund, qui était Mm. le choix, en tout cas, les rumeurs étaient que si le Canadien gardait le 13e choix au total, qui a finalement été échangé pour Dak, le choix aurait été Noah Ostlund et non Frank Nazar. Noah Ostlund, c'est un autre centre 5 pieds 11, pas très gros, dans la filiale de Buffalo. Donc, est-ce que, tu sais, avec Isaac Rosen, il y en a une couple, là. Mais c'est un gars qui a joué son premier match. Regardez, il a eu une très bonne saison, même quand il y a eu l'appel qu'il allait être, il allait jouer dans la Ligue nationale. Il y a un de ses coéquipiers qu'on entend dire dans la chambre, il dit It's about time, tu sais, dans le sens Ouais. que, OK, fait que bon, ça augure bien. Ça veut dire que même les coéquipiers disaient, OK, ce gars-là, il doit jouer en haut. C'est un gars cérébral, c'est un gars, tu sais, playmaker. Fait que je veux dire, regardez, est-ce que Buffalo, ils en ont plusieurs de même? Pas mal. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec eux, avec lui. Mais bon, c'est ça. Fait que, en tout cas, je sais pas si c'est quelque chose à rajouter, mais bon, c'était les joueurs qui ont commencé leur saison dans la Ligue nationale. Dans 2 semaines, on va espérer pouvoir vous parler de Demidov et Ouais. parler du début des séries éliminatoires. C'est excitant. Pour la première fois, on ne regarde pas en tant que fan la loterie. Là. On regarde la loterie pour savoir c'est où que Matthew Schaefer et Michael Misa vont aller, mais on ne le regarde pas comme OK, on veut perdre, on veut perdre. T'sais, on regarde un match pour le gagner. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi le score de ce soir. Pour ceux qui nous écoutent après le match, j'espère que vous êtes contents 6-0 du match Détroit. du. Excuse. Oups. Vous êtes content du match du 8 avril du Canadien et vous êtes content de tout ce qui se passe dans le monde du hockey à Montréal, au Québec. Sur ce, Renaud, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire. Bonne nuit. C'est Non, zéro des 3 6 qu'il voulait dire. écoute, comme d'habitude, merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir écouté. Puis c'est ça, comme tu dis, dans 2 semaines, on espère pouvoir parler du début de Demidov, du début des séries, un peu pouvoir faire nos prédictions de la LNH. Puis dans un mois à peu près, on devrait être rendu à notre épisode qui va être peut-être un petit peu plus long, mais sur notre top 10 des joueurs LHMQ pour le repêchage. Fait qu'il y a des belles choses à venir. Restez là sur la chaîne dans le mille, sur la chaîne sur la bande. Puis merci d'avoir été avec nous pour un autre épisode. Bonne nuit tout le monde.